L'attente fut longue, mais Apple s'est enfin décidé à renouveler sa gamme d'iPad. Si l'iPad Air hérite de la puce M2, le Pro saute la version M3 des Apple Silicon pour adopter une nouvelle génération baptisée M4. Pourquoi cette accélération des ingénieurs de Cupertino et que cache ce saut de puce? Que valent les nouveaux iPads au bon des tests? L'arrivée d'un écran plus grand sur le Air et d'une version OLED pour les pros change-t-elle la donne? Quid du nouveau clavier et du nouveau Pencil? Quel modèle choisir? Faut-il plutôt investir dans une tablette ou un Mac? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour notre débat Tech Hebdo. Un grand merci d'avoir été si nombreux la semaine dernière pour notre live et d'avoir partagé avec nous et découvrir les nouveaux iPads. On va les passer au crible cette semaine, les qualités, les défauts, on ne va rien rater aujourd'hui. Merci en tout cas pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît. Il faut exciter l'algo de YouTube. Avec comme invité à mes côtés notre spécialiste des puces Apple et de l'IA. Il va nous dévoiler tous les secrets de la puce M4, monsieur Fred Crassa. Salut Fred. Bonjour Olivier, heureux d'être là en live. En chair et en os, je peux te toucher, tu n'es pas en distanciel aujourd'hui. À mes côtés, un journaliste du quotidien, Le Parisien, spécialiste des nouvelles technologies, qui teste l'iPad Pro depuis plusieurs jours, Damien Licata. On dit Caruso? Licata Caruso. Caruso. Tout à fait. Bonsoir, là, Damien. Comment ça va? Bonsoir. Alors, tu as l'iPad, il est devant toi. Ah oui, moi je l'ai. Je ne le quitte plus. Il est fin? Il est très très fin. Il est très très fin. Il est subtil même. Lui aussi, il est très très fin, surtout de profil. Il s'agit bien sûr de Didier Policani de Mac Forever qui est presque arrivé à l'heure. Regardez, il est encore dans sa voiture. Bah oui, vu que tu me presses, tu vois, je me suis arrêté comme d'hab sur le bord de la route. Mais le bon point, c'est qu'on peut tester, tu vois, la caméra de l'iPad Pro. Et la 5G dessus. Et la 5G d'Orange qui a l'air de fonctionner à peu près. Donc ça fait plaisir. Quand même, 2 Corses, un Italien, ça promet une émission animée. Oui, on salue Laurent et Christophe qui ne peuvent pas être avec nous cette semaine. Peut-être Christophe arrivera à se connecter tout à l'heure. En préambule, une petite annonce. Nous serons la semaine prochaine. Vous savez que c'est Vivatech, c'est le grand salon des nouvelles techno à Paris, porte Versailles. Nous aurons la chance de monter un studio avec une quotidienne. Soyez au rendez-vous sur la chaîne d'On refait le Mac la semaine prochaine. Tous les jours, un On refait Vivatech spécial pour parler des grandes tendances de la tech. On va parler IA, on parlera beaucoup d'Apple avec l'IA, on parlera bien sûr de French Tech, on parlera beaucoup de mobilité, bien que l'Apple Car n'arrivera pas. Soyez au rendez-vous donc la semaine prochaine, tous les soirs vers 18h, sur la chaîne d'On refait le Mac pour suivre On refait Vivatech. Et samedi, la journée du public, une émission spéciale avec un invité spécial, Bertrand Serlet, l'ancien VP d'Apple, le papa de macOS 10 et l'un des pères d'iOS, qui sera avec nous à Vivatech en direct. Donc soyez, vous pouvez venir assister à l'émission. Nous serons sur le stand du Crédit Agricole, qui est le partenaire de cette émission. Donc rendez-vous la semaine prochaine, chaque jour, pour On refait Vivatech. Et un salut également particulier aux membres du club ORLM. Vous savez, c'est la version premium de notre chaîne YouTube. On les salue parce qu'ils nous regardent en ce moment en direct. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est accessible en avance. Aujourd'hui, 24 heures en avance. Et vous pouvez venir assister également aux enregistrements des émissions ici dans notre studio au Village Baissé à Paris. Toutes les infos sur notre chaîne YouTube, toutes les infos, je vais trop vite, ou en scannant ce QR code. Voilà. Allez, et enfin, dernière annonce pour finir avec les pages couleurs. Avant d'enchaîner donc, sur le sondage de la semaine, un mot au sujet de notre sponsor, il s'agit de Setup. Setup, c'est l'App Store alternatif d'Apple. La boutique propose un large éventail d'apps pour Mac, mais aussi iPhone. Setup vous propose un essai gratuit. On vous dit tout dans un instant. On revient à l'actualité du moment, à savoir l'iPad. On vous a proposé un sondage comme cette semaine sur le compte X dont on refait le Mac. Quelle est selon vous l'avancée la plus notable des nouveaux iPad Pro d'Apple présentés mardi dernier? Vous étiez 23,5% à répondre. Sa finesse, l'écran Ultra Retina XDR, je ne suis pas sûr que ce soit le nom exact d'ailleurs, 42,8%, l'écran OLED en clair. Ou l'écran Tandem. Tandem, voilà. La puce M4, seulement 25,9%, c'est étonnant. Et l'Apple Pencil Pro, uniquement 7,8%. Alors, quelles sont les avancées de cette nouvelle génération? On va commencer, si vous voulez bien, par l'iPad Air. Alors les amis, je vais avoir besoin de vous. Quoi de neuf au registre des iPad Air millésime 2024? Il n'y a pas grand-chose à dire. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. C'est plutôt des form factors qui changent. Damien, une nouvelle génération qui joue beaucoup sur les retouches. On a quand même un petit progrès qui n'est pas négligeable. C'est la caméra frontale.
Je pense que c'était quand même un gros manquement sur les versions précédentes. On arrive vraiment à avoir un iPad qu'on va utiliser en mode paysage, qui est la manière quand même la plus naturelle de l'utiliser. Donc en fait, Donc la elle caméra, atterrit elle est comme sur un sur Mac, la tranche, elle n'est plus sur le côté. et comme sur à peu près tous les autres appareils que vous pouvez croiser au quotidien, elle arrive en fait sur l'iPad. Il a fallu Sur combien la d'années tranche. pour y arriver? Un paquet. Hein. Ouais, on Un leur a dit, paquet. mais de Tout suite, le on leur temps. a dit. Mais je n'ai jamais vu des gens faire. On voit souvent les gens faire Face ID comme ça, donc c'est toujours bizarre. Mais enfin, on est passé dans cette, Donc ça, dans que ce cette soit ère-là. l'iPad Air ou l'iPad Pro, donc c'est la caméra qui migre maintenant en mode paysage. Enfin. Et puis surtout, on l'a à côté de toi, tu l'as à côté de toi, tu le caresses, mon cher, Oui. mon cher Fred. L'iPad Air arrive dans un nouveau form factor. Tu veux, pas besoin tu veux le bouger, mais tu vois bien qu'il est un peu plus grand celui-là. Oui, Avant, il était en 11 pouces. oui, 11 Maintenant, pouces. il Et est en en fait, ils font comme on a vu l'année dernière sur les MacBook Air. Ouais. On n'est plus obligé de prendre un ordinateur, mais maintenant un iPad Pro pour avoir un grand écran. Donc on est passé du 13 au 15 pouces sur l'iPad Air, maintenant on Voilà. passe du 11 au 13 pouces. Tout à fait. Et donc ça, c'est quand même appréciable parce que vu le prix de l'iPad Pro en version 13 pouces, ça coûte cher juste pour avoir un grand écran. Ouais. Donc ça aussi, je pense qu'Apple écoute ses clients. Alors de nouvelles couleurs également, on les découvre à l'écran, violet et bleu. Tu l'as dit, changement de position de la caméra également qui joue également. Et puis Apple est un peu plus généreux, Didier, en matière de stockage. C'est tellement rare, il faut le souligner. Hein. Ouais. En fait, cet iPad Air, je pense qu'il a un peu le cul entre deux chaises parce que. Non, mais c'était amusant de voir les reviews parce que tu sens que tous les médias là, qui sont invités un peu en avance, ils osent pas trop tailler. Mais l'article de The Verge était quand même assez équivoque. En gros, il disait c'est l'iPad à pas acheter. Mais je suis pas très d'accord avec ça parce que, comme le disait Fred, en fait, ça te permet quand même d'avoir un écran 13 pouces sur un iPad pour quand même 600 € de moins que le Pro. Donc, c'est pas négligeable si tu veux un C'est iPad énorme, avec un carrément. grand écran. Mais après, c'est vrai que tout ce temps pour mettre une caméra au bon endroit, bon, pourquoi pas. Mais surtout, il manque deux choses quand même. C'est le ProMotion. Vraiment, de ne pas mettre ça en 2024 sur un iPad qui, on va dire, OK, il y a un peu plus de stockage, mais la version que tu as envie d'avoir, elle est plutôt autour de 1000 balles. Et à 1000 balles, tu te dis quand même, les tablettes Android, tout ça, ils ont tous 90 Hz, 100 Hz maintenant. Et Apple aurait pu te le mettre. Et puis Face ID, quoi. Enfin, je sais pas, on l'a depuis l'iPhone 10. Maintenant, tu as vu l'épaisseur du truc sur l'iPad, ils peuvent le mettre depuis un petit moment. Et vraiment, ça manque à ce niveau de prix. Mais en fait, on est toujours dans le même schéma Tim Cook. Pour 100 $ à chaque fois, tu as quelque chose. Mais quand tu commences à mettre des options sur ton iPad Air, à mettre un petit peu de stockage, à mettre un petit clavier, tu es au prix de l'iPad Pro, tu dis, ah, quand même, pour le prix, je pourrais prendre l'iPad Pro. Puis après, tu dis, ah ouais, mais en fait, l'iPad Pro sans clavier, etc. etc. Et cette messe infernale continue. Donc, c'est dur de te dire, l'iPad Air, c'est un super mini iPad Pro. Oui, si tu fais pas trop de dessins, tout ça. Et puis, oui, si tu as envie de mettre ton doigt à chaque fois que tu arrives devant ton bureau, ce qui est, tu vois, pour une machine... peut-être pas une machine principale, mais quand même 1000 balles, c'est le prix presque d'un MacBook et tout. Et tu dis quand même, ils auraient pu te mettre au moins Face ID. Tu vois, encore le dessin, pourquoi pas, on le laisse au pro, mais au moins Face ID, ça aurait été cool. Et en fait, tu sens que ça va arriver l'année prochaine avec la puce. D'une M3 manière ou M4. incrémentale. Voilà. Didier, Exactement. incrémentale. Incrémental, c'est le mot. Voilà, Mais il a presque le même écran que l'iPad de l'iPad 10 Ouais. qui vaut 300 balles. Alors bon, celui-là, il est quand même laminé, mais c'est quand même du LCD. Tu vois, il n'y a même pas du mini LED. Enfin, il est même pas XDR. Il est juste 600 nits. Voilà, donc oui, mais il est quand même cher payé cet iPad Air. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez un peu là dans les commentaires, mais moi je trouve qu'il est vraiment à la Tim Cook, quoi. J'ai pas d'autres mots. Alors, on double la surface de stockage, on l'a dit, 128 Go de base contre 64 auparavant, jusqu'à 1 Tera. Avant, c'était limité à 128, à 256, donc c'est bien, on peut vraiment travailler, parce que si on veut vraiment remplacer un Mac par un iPad, maintenant, on le peut vraiment avec la capacité de stockage. Et bien sûr, on ne l'a pas dit, Fred, mais l'arrivée de la puce M2, alors est-ce qu'elle est différente des puces M2 qu'on connaissait jusqu'à maintenant, qui étaient réservées à l'iPad Pro ? Non, c'est exactement la même. Hein. Après, je pense qu'ils peuvent jouer sur la fréquence, la gestion de la fréquence, le throttling. Oui, pour ça chauffe trop. Hein, quand ça chauffe trop, parce que la puce M2, quand même, elle chauffe un petit peu. Le form factor, le châssis reste le même. Hein. Oui, mais néanmoins, c'est quand même par rapport à la M1, je pense que la M2 chauffe un peu plus que... Alors, regarde, on diffuse les chiffres qu'a annoncé Apple, 15%, jusqu'à 50% plus rapide que la puce M1. Ouais. Hein, voilà, 15% plus rapide pour le CPU, 25% plus rapide pour le GPU, c'est passé un peu vite. Et le Neural Engine jusqu'à 40% plus rapide que la puce M1, c'est par rapport
à la puce M1. On verra dans un instant, parce qu'on a fait quelques benches, si c'est confirmé. On a vraiment fait des benches rapides, parce qu'on vient d'avoir la machine. On aura l'occasion d'y revenir dans une autre émission. Et puis, bien sûr, Didier va le tester en long, en large et en travers sur Mac Forever. Alors un petit mot quand même, Oui. il faut être honnête. Je pense que c'est vrai qu'il y a cette histoire de rajouter des options et puis après de changer de gamme. Toujours le même système marketing. Néanmoins, si on achète l'iPad tel qu'il est, l'iPad Air tel qu'il est, sans les options, etc., comme ça arrive souvent, c'est un produit qui est assez intéressant, notamment parce que le Pencil n'est plus réservé aux pros. Le dernier Pencil marche aussi sur cet iPad. Donc des étudiants, des créatifs, des gens qui ont clavier. Voilà, Clavier, sans ça- clavier, qui veulent vraiment mais la Fred, machine toute seule. Ils n'ont pas fait une segmentation. Il faut être honnête, Didier. Ils auraient pu en plus faire une segmentation pour dire ah non, le dernier Pencil, il va pas marcher sur l'iPad Air. Là, ils l'ont pas fait. Oui, mais par contre, ce pencil-là a un intérêt limité du fait que tu n'es pas le ProMotion, parce que tu n'as pas les 120 Hz. Et du coup, quand tu dessines, c'est quand Ouais. même 2 fois plus lent. Je suis Ouais, tu désolé n'as pour pas la la même qualité d'image. réactivité, bien sûr. C'est Oui, et là, tu te dis quand même, tu mets le Pencil Pro, mais au moins mets des fonctions un peu pro. Et je rappelle que le ProMotion, ça date de l'iPad 10.5 d'il y a 10 ans, quoi. Donc c'est un truc qu'ils savent le faire là-dessus. En fait, cette puce M2, du coup, tu as beaucoup de puissance. Alors moi, je suis d'accord avec Fred, c'est quand même une M2 pas très chère finalement. C'est la M2 la moins chère du marché. Donc quelque part, par rapport à un MacBook M2, c'est assez cool. Et tu as vu, Fred, ils n'ont pas mis non plus le Thunderbolt. C'est-à-dire Ah ben que tu as toujours l'USB-C à 10 gigabits. Là encore, la segmentation est bien faite quand même. Ouais. Alors, tu voulais rajouter un mot, non? Non, je sais qu'ils ont quand même maintenu des tarifs assez bas. Pour le coup, il me semble que même l'Air en France à 50 € de moins que la version précédente. Oui, autour des 700 €. Bon, ils ont fait un petit effort par rapport à ça. Après, ils ont effectivement des composants un peu plus anciens comme le M2 à écouler. Donc, c'est peut-être aussi des économies d'échelle. Oui, certainement. On va voir dans le dernier chapitre de cette émission qu'on va essayer de vous aider à choisir le modèle qui serait taillé pour vous. Rendez-vous. Enfin, d'émission. Didier, les tests, les benches, on a été très vite sur les benches. C'est juste du Geekbench. Didier, qu'est-ce que donnent les premiers benches? Est-ce que ça confirme les dires d'Apple qui ont été annoncés lors de l'Apple Event la semaine dernière, si tu as les benches avec toi? Oui, alors effectivement, en fait, si tu veux, toutes ces puces, l'avantage, et c'est un vrai atout chez Apple, c'est que quand tu as un M2, tu as les performances du M2, quelle que soit la machine. Bon, modulo quand même, je sais, ils l'ont pas encore mis sur l'iPhone, parce que l'iPhone est quand même un petit appareil, mais c'est vrai que tu as exactement les mêmes sauts générationnels que tu avais avec les Mac, même si on n'a pas de ventilation active. Donc nous, par exemple, on a fait des tests sur des logiciels qui essayent de pousser un petit peu le M2, tu vois, longtemps, et tu vois quand même que la fréquence baisse, alors que sur, par exemple, un MacBook Pro où tu as un ventilateur, tu as la fréquence qui baisse moins. Sur un MacBook Air qui a un petit peu plus de place, qui fait circuler un petit peu plus d'air, même s'il n'y a pas de ventilation, ça baisse un petit peu moins vite, mais tu as quand même les vrais perfs du M2, M3, M4, et ça, c'est vraiment bien, parce que tu achètes une machine où tu sais que tes exports Final Cut, ils vont aller à peu près à la même vitesse que sur un Mac, etc. etc. Donc oui, en fait, on a des performances qui augmentent. Alors, en fait, Apple, tu as vu, quand ils ont comparé pour l'iPad Pro, ils t'ont comparé les chiffres avec le M2, parce que l'iPad Pro d'avant était M2. Mais ça aurait été un peu moins impressionnant par rapport à un M3, forcément, parce que les sauts entre les puces sont quand même un petit peu plus faibles. Mais cela dit, c'est quand même énorme ce qu'on gagne d'une génération à l'autre, du M1 au M2, M2 au M3, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Et c'est vrai que là les petits benches que tu as fait, voilà, tu vois, tu as vu les scores, on est quand même pas trop mal. Bon, par rapport au M1, c'est vrai que c'est pas incroyable, mais tu vois, gagner quand même 1000 points sur une génération comme ça. Je crois qu'il avait 2 ans, l'iPad Air M1, si je dis pas de bêtises. On gagne un peu plus de 10 à 15% en monocœur et 20% en multicœur, c'est ça, via Geekbench, c'est ça? Donc c'est pas mal du tout, tu vois. Et puis en plus, surtout, on est sur des iPads où je n'ai pas vu encore un programme qui arrive déjà au bout du M1. Donc tu te dis, tiens, j'achète mon iPad Air, mais il a une puce qui est déjà surdimensionnée, donc qui va durer aussi un petit peu, qui va faire tourner tous les jeux, toutes les applications. En fait, la limite sur l'iPad, c'est le M1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Final Cut, tu as des fonctions de logique aussi qui sont limitées par le M1, des jeux aussi.
qui commencent à tourner que sur le M1. Et du coup, c'est vrai qu'on a ce palier-là depuis un petit moment sur l'iPad Air, donc c'est vraiment très bien. Et là, te dire, bah tiens, si jamais il y a des fonctions qui vont être dispo que sur le M2 d'ici 2-3 ans, tu seras quand même à jour. Donc moi, je trouve ça quand même bien, la façon dont... Tu vois, on se moquait un peu d'Apple de dire, ah, le M1 dans un iPad, c'est peut-être un petit peu trop. Ouais, mais quand même, tu peux avoir des jeux de folie, tu peux avoir des logiciels de montage de folie. Peut-être que c'est pas utile à tout le monde, mais au moins, tu sais que tu mets le prix, tu peux le faire, quoi. Alors, tu nous parlais des tests, je dirais bruts, hein, de puissance processeur. Quid du GPU sous métal, toujours avec Geekbench, Didier? Alors, attends, parce que moi, Tu j'ai les pas as à de petits l'écran, chiffres. regarde. Ah, voilà. Alors, on est à plus 25%, mais en fait, c'est exactement les chiffres quand on avait découvert le M2. Donc là aussi, pas tellement de surprises, si tu veux. 33 000 à Euh, 41 000 en gros, hein, c'est ça. Exactement. Ouais. Et je dirais que le GPU, c'est presque ce qui est le plus important sur l'iPad, puisque tu as quand même aujourd'hui, si on imagine qu'on utilise des logiciels professionnels comme Procreate, comme Final Cut, ils font essentiellement quand même appel au GPU. Tous les effets aujourd'hui font appel au GPU. Tu veux faire du jeu, c'est essentiellement le GPU. Tous les effets graphiques que tu vois, c'est le GPU. Donc c'est vrai que c'est intéressant que ça augmente aussi là-dessus. Mais encore une fois, sur les iPads, c'est vrai que les développeurs ont tendance à faire un nivellement un peu par le bas, notamment dans les jeux. Tu vois, tu n'as pas de grosses différences graphiques entre un M1 et un M2, c'est normal. Mm. Mais ça peut arriver, parce que si Apple, tu vois, arrive à signer un peu des deals pour avoir des bons jeux, tu pourrais imaginer des jeux AAA qui fonctionneraient que sur le M2 d'ici quelques années. Il faut savoir quand même que le M1, M2, M3, en termes de GPU, c'est pas non plus des grosses cartes graphiques, hein. Ça reste modeste, on l'avait vu sur les tests surtout que tu n'as pas de ventilation. Donc quand tu as des jeux qui font appel au CPU, au GPU, c'est au même endroit. Donc ça surchauffe quand même assez vite. Donc c'est bien d'avoir en fait la génération d'après qui est gravée un petit peu plus finement et qui permet finalement, quand la puce baisse en fréquence, de pas trop perdre en performance, si tu veux. Je viens de réaliser que tu avais la conduite à droite, mais en fait, tu t'es mis sur le siège passager, c'est ça? Et oui, mais tu vois, l'iPad est bien. Là tu vois, c'est une vraie expérience. L'iPad, comme ça, en voiture, il prend pas trop de place. Ouais. Tu l'as sur les genoux, il est à la bonne hauteur. Tu as la caméra qui te suit. Tu as la 5G Et c'est stable, pour hein. la connexion. En plus, j'ai le clavier, donc je peux le brancher et en même temps, tu vas mettre un casque filaire parce que les AirPods, ils tiennent pas toujours pendant le truc. Et là, tu vois, je me suis fait hyper. Moi, je suis pas un gros fan de l'iPad, Ben là, mais j'avoue que on si t'a je convaincu. vivais dans ma voiture, non, mais c'est pas ça, c'est qu'il manque beaucoup de choses en fait pour travailler et j'ai trop besoin de mon MacBook Pro pour me consacrer totalement à l'iPad. Mais par contre, j'adore taper mes articles dessus. J'aime bien, tu vois, là justement dans ces configurations-là. Donc, je comprends qu'il y ait des gens qui arrivent à en faire leur machine principale, tout à fait. Merci Didier. De ton côté, Damien, tu nous parlais du prix, donc des prix qui sont plutôt en baisse, et on a dit, et la capacité de stockage qui augmente, hein. Eh oui, pour une fois, Apple n'a pas soumis ses prix à l'inflation. On aurait pu s'attendre à Bah oui. une petite envolée, hein, parce que tout coûte plus cher, hein, votre baguette de pain. Alors, Bon pourquoi monsieur. pas votre iPad, hein, mon bon monsieur. Oui, effectivement, donc on est sur des prix qui baissent progressivement. On a un M1 qui tombe logiquement un petit peu plus bas à 789 €, un M2 qui va commencer à 719 € dans sa version de base, qui elle aussi augmente en termes de stockage. Donc on commence à avoir des assez bons deals finalement. Oui. Même on arrive à se projeter, on dit, je mets un petit peu plus et je vais prendre peut-être le M2. Surtout que c'est ce qui est assez nouveau depuis quelques mois ou depuis 1 ou 2 ans maintenant. Apple n'est plus fermé à l'idée de faire des promos, et on trouve des promos très rapidement autour des produits. Donc c'est des produits d'appel. On va trouver l'iPad Air, on se pousse largement en dessous des 700 Oui, €. avant, ils laissaient ça en fait Et aux on- distributeurs qui reniaient leur marge, et eux, ils le font directement maintenant. Donc, ça devient intéressant effectivement de s'équiper avec l'iPad d'entrée de gamme. Et c'est clair. Après l'iPad Air, la nouveauté la plus commentée est bien sûr l'iPad Pro avec sa surpuissante puce M4. Pas de M3, donc on va essayer de comprendre tout cela et pourquoi avec Fred tout à l'heure. Mais d'abord, le busomètre. Un mot au sujet de notre sponsor cette semaine, il s'agit de Setapp. Setapp, c'est l'App Store alternatif à celui d'Apple. Il propose un large éventail d'applications pour votre Mac, mais aussi l'iPhone, en téléchargement illimité contre la souscription d'un abonnement. Beaucoup d'utilitaires sont nos apps chouchou, à commencer par Clean My Mac, l'utilitaire pour nettoyer votre Mac. Autre indispensable, Bartender, pour personnaliser votre barre de menu de macOS 10. Super pratique également, PDF Squeezer, pour compresser vos PDF sans perte. Mais aussi CleanShot 10, pour réaliser de super captures d'écran, et GIF.
On adore aussi Magic Window Air, un économiseur d'écran vidéo de toute beauté. Pour vous qui regardez On refait le Mac, Setapp vous propose un essai gratuit pendant 30 jours. Au-delà, l'abonnement est facturé à partir de 9,99 $ par mois. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo ou en scannant ce QR code. Merci à Setapp de nous soutenir. Merci donc à Setapp de nous soutenir. Le Buzomètre, ce sont les actus et rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur la planète Apple et du côté de Mac Forever. Et exceptionnellement, bien que Didier soit présent, c'est moi qui vais m'y coller. Et on commence par ce qui a cassé Internet cette semaine, c'est les démos de ChatGPT 4o de nos amis d'OpenAI. Qui sont arrivés bizarrement, 24 heures, 48 heures avant, avant Google I.O., donc la conférence des développeurs de Google. Donc du coup, ils étaient un peu embêtés. C'est vraiment impressionnant cette réactivité. Je ne sais pas si vous avez vu ces démos. Et le système vocal de ChatGPT 4o est bluffante. On peut lui parler, on peut l'interrompre. Il peut faire des traits d'humour. Ça va plaire à Christophe Degrave. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces démos, Damien? Moi, j'ai trouvé déjà que OpenAI a pris un risque en faisant une conférence live. Ils en font très très rarement. D'habitude, ils balancent une vidéo comme ça sur les réseaux sociaux. Et là, ils ont pris un vrai risque. Donc, ils étaient assez confiants dans leur technologie et ils ont vraiment livré un bon produit, un bon show qui donne envie en fait de se plonger dedans tout de suite. Et même à la fin, je me suis dit, mais j'ai envie tout de suite de télécharger. J'étais même prêt à payer pour avoir la dernière version. Ça m'a jamais fait. Il faut dire que la version vocale n'est pas encore dispo. Non, mais pour toutes les autres options, on a envie de passer un peu à la caisse pour une fois. Fred? Moi, je me suis réabonné parce que j'avais quitté, parce que j'avais quitté ChatGPT honnêtement pour Perplexity, je crois que j'en avais parlé, qui me permettait d'avoir ce Google Search qui arrive toujours pas, mais qui marche très bien. Et du coup, j'ai vraiment été bluffé par effectivement la rapidité d'inférence du 4o ou du 4o, et qui vraiment est étonnante parce que OpenAI, c'est des gros modèles. C'est lourd. GPT-4, c'est 1750 milliards, on pense, de paramètres. Donc, quand c'est très gros, ça veut dire que ça met du temps pour passer le modèle. C'est des réseaux de neurones. Et là, ils ont divisé par deux. J'ai eu l'impression d'avoir un Mistral super rapide ou un Grok, pour ceux qui connaissent le hardware de Grok. Et du coup, j'ai voulu vraiment le tester. Donc, je me suis réabonné. Ça coûte 23 €. 200 millisecondes le temps de réponse. Alors, 200, ça, c'est pour le côté vocal, mais qu'on ne peut pas tester. Mais par déjà contre, énorme. Rien que sur la partie de chat, c'est quand même assez impressionnant de le voir travailler. C'est-à-dire, il est aussi bon que la version 4, mais il est 2 fois plus rapide. Donc, il consomme en fait beaucoup moins de ressources. Ils n'ont pas dit comment ils étaient arrivés à ça. Ils ont dit pour la voix, ils ont dit qu'ils avaient entraîné le modèle sur de l'audio pour qu'il soit beaucoup plus rapide. C'est vraiment impressionnant. Et c'est un Français. Je vous rappelle, c'est un Français qui a fait la démo et qui est à l'origine du projet, qui a travaillé 2 ans pour y arriver. Donc, Cocorico, bravo à lui. Il est sur LinkedIn, vous le retrouverez. C'est super, faites-lui un petit coucou. Mais le modèle vocal, malheureusement, on ne peut pas le tester. Je ne sais pas si les serveurs étaient juste derrière le décor. C'est l'enjeu, on se demande. C'était vraiment très rapide. Vous avez vu qu'il y avait un petit câble qui pendouillait sur l'iPhone, sur le Mac. Par contre, il y avait un atout charme. Pour reprendre tes mots, puisque je suis un grand fan d'On refait la Mac, je crois que c'est clair. C'était Mira Murati, j'aime beaucoup, qui est la CTO. Je change de Tim Cook. Qui change quand même de Tim Cook, mais même de Sam Altman, si je puis me permettre. Oui, il n'était pas là, Sam. Il n'était pas là. Non, moi, je veux bien Olivier. Mais non, mais ça change de Tim Cook, je veux dire. Mais Mira Murati, elle est non seulement intelligente, elle a que des qualités. Et elle assure la prestation. Elle a que des qualités. Moi, je dis bravo. Didier, qu'est-ce que tu as pensé de ChatGPT 4o? Écoute, on le veut sur nos Mac et nos iPhones. Et puis surtout, Siri prend une claque, mais on dirait qu'il a 20 ans de retard. C'est intersidéral, le gap entre les deux. Tu peux faire une vraie conversation, c'est ça qui est remarquable. Avec Siri, tu ne peux pas avoir de conversation. Tu sais, c'est K2000 un peu. Moi, j'avais l'impression de me retrouver dans un film où tu peux discuter avec ton assistant et tu imagines tout à fait ça, même avec un robot, tu sais, ménager qui vient te débarrasser ta table et tout, et tu lui demandes plein de trucs. Et puis il va te vanner, c'est ça qui est remarquable. Terminator un peu, quoi. Mais c'est incroyable. Moi, je pensais pas vivre ça de mon vivant, d'avoir quand même de l'IA à ce point, en fait. La latence, on pensait que c'était encore la science-fiction, mais la latence, apparemment, qu'ils ont calculée, enfin celle qu'on a vue en tout cas, ça correspond à la même latence qu'une conversation entre humains. On est sur la folie. Seconde. Alors, pourquoi on vous en parle dans On refait le Mac? Parce qu'a priori, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs aussi, Didier, d'une collaboration étroite. On a déjà parlé dans cette émission que Apple se rapprocherait de Google et de Gemini, mais là, les dernières infos seraient plutôt un partenariat
entre Apple et OpenAI pour intégrer ChatGPT à Siri, c'est ça? Ils auraient. Moi, j'ai l'impression de revivre l'histoire de l'Apple Car, là, parce qu'il y a une rumeur par semaine. T'as l'impression qu'Apple se met avec un gros, puis finalement, ça le fait pas. Et puis, on cherche un autre. Et puis, la WWDC est quand même dans un mois, donc tu te dis, ils peuvent pas improviser un truc comme ça. Mais là, Mark Gurman, qui est quand même en fil rouge avec Apple, il te dit c'est à deux doigts d'être signé avec OpenAI. Mais en fait, on n'attendait pas trop Apple signer avec eux comme ça. Même si intégré et tout, je pense que enfin voilà, t'as plein de programmes qui intègrent ChatGPT. Ils ont fait leur modèle pour ça. Mais enfin, venant d'Apple, c'est assez étonnant d'entendre ça en fait. Tu te dis, est-ce que ils sont arrivés à rien en interne? Est-ce que ils sont vraiment en retard? Ou alors est-ce que leur modèle n'est pas à la hauteur et ça leur permet de temporiser un petit peu? De toute façon, ils ont de quoi se le payer clairement. Hein, donc ils ont de quoi leur payer des beaux serveurs et tout. Donc à la limite, s'il y a une boîte qui peut se payer ça, c'est bien eux. Mais tu vois, tu arrives après Microsoft qui a déjà intégré tout ça dans ses programmes. C'est la même techno. Tu l'as dit, il y a un précédent, Damien, c'est que Microsoft, voilà, avec Copilot, ils ont fait un gros chèque. Subtilité, ils vont signer un deal avec la fondation OpenAI et pas l'entreprise. Comme ça, ils vont dire, regardez, on touche pas à ça, c'est pas ça chez nous. Et puis prendre des modèles open source finalement, parce qu'il y en a aussi. On disait que quand on voit, il y avait Google I.O. cette semaine également, quand on voit les démos qui sont faites, il faut vraiment qu'ils présentent quelque chose. Donc ils sont obligés d'utiliser quelque chose d'existant, même s'ils développent leur propre modèle sur le long terme. Ça n'arrivera jamais assez à temps. C'est impossible, c'est aussi court. Voilà, ce que j'ai trouvé quand même bizarre, c'est que toutes les démos qui ont été faites par les responsables d'OpenAI étaient sur des iPhones de dernière génération, avec le design qu'il faut de dernière génération, la méthode d'Apple de dernière génération. L'application desktop arrive sur Mac. Ouais. C'est quand même assez étonnant. Apple Silicon. Moi, je dis, les gars, il y a baleine sous gravillon. Mais on verra ça dans un mois à la WWDC, non pas à Vivatech, mais on aura une bonne surprise. La deuxième info rumeur de ce Busomat, il s'agit bien sûr du Vision Pro qui, selon des responsables bien informés, serait déjà en test chez les vendeurs d'Apple Store en Europe et en France en particulier. Donc on peut penser, Didier, qu'il arrivera pour la WWDC, c'est ça ? Oui, moi je pensais qu'ils auraient fait l'annonce un petit peu avant. Mais apparemment, en plus, c'est vraiment un petit comité. Ils ont envoyé des gens des Apple Store en Europe, aux États-Unis pour se former, donc plutôt que de rapatrier des casques, ce qui est assez bizarre. Et surtout qu'ils n'ont pas de stock, hein, les gars. Ouais, mais je pense ils n'ont pas l'air très ambitieux dans ce lancement quand même. On va voir, mais je sais pas, ça a l'air un peu. Je suis pas sûr qu'ils y croient beaucoup à un lancement international en grande pompe. Donc peut-être qu'ils vont faire ça un petit peu en catimini. Moi, je te dis que pour le lancement, j'étais vraiment surpris du peu d'intérêt aux US. Donc j'imagine pas en Europe avec des prix stratosphériques comme ça. Aux États-Unis, les gens gagnent facilement $10 000. Nous, on en est loin quand même. Hein. La troisième info, c'est pas une rumeur, c'est la mise à jour de Sonos. On est très fan de Sonos dans cette émission, mais je ne sais pas ce qui leur est arrivé avec cette mise à jour, mais elle est catastrophique. Hein. Si vous avez notamment une barre de son, faites du surround, vous perdez les. Donc moi, personnellement, j'ai perdu les assistants vocaux. Vous perdez les alarmes, vous perdez vos playlists. Enfin, je ne sais pas si vous êtes équipé en Sonos, vous avez eu des difficultés. Alors, oui, mais j'ai l'ancienne version, donc je suis toujours sur du S1. Oui, donc j'ai pas eu de problème. Alors c'est la vieille interface, mais ça marche. Didier, tu as eu des soucis, toi ? Vraiment, ça travaille dur pour colmater les bugs. Hein. Non, mais les gens ont râlé. Hein. Moi, j'ai vu dans les commentaires, ils n'étaient pas contents. En plus, Sonos, tu as quand même des produits très chers. Hein. C'était bien équipé. Ils n'ont pas le droit de faire des trucs comme ça. Donc, oui, ça ressemblait un peu à la mise à jour de Tesla de Noël, là, qui te prive d'autopilote pendant une semaine et tout. Tu dis, mais attends, j'ai payé un truc et j'y ai plus droit, quoi. Ce qui est dingue, c'est que tout ce qui a été pointé du doigt, hormis les réveils qui ont été désactivés au dernier moment, parce qu'ils sont aperçus que le réveil avait tendance à se déclencher par une inadvertance, donc ils l'ont viré. Mais tout ce qui a été pointé du doigt depuis le lancement de cette mise à jour a été pointé du doigt par les bêta-testeurs avant. Ils l'ont quand même sorti. C'est juste incroyable. L'autre info, c'est le grand absent des annonces de la semaine dernière concernant l'iPad, c'est l'iPad mini 7 qui serait normalement disponible d'ici la fin de l'année. Hein. Ça va faire presque 3 ans à la fin de l'année s'il n'est pas mis à jour. Ça semble assez logique. Est-ce qu'il sera équipé d'une puce M1 ? Ce serait aussi assez logique, voire une puce M2, Didier. Hein. En fait, il est positionné haut de gamme maintenant, donc il est très cher. Tu veux un scoop ? Je pense qu'il ne se vend pas très bien parce qu'ils sont passés à un modèle qui était utilisé un peu par les restaurateurs, les livreurs, où tu avais besoin d'une petite tablette. Et ils se sont dit, ah ben non, on va en faire un produit haut de gamme, tout ça. Les gens vont utiliser ça, je sais pas, pour du monitoring et tout. Et je pense qu'à ce prix, tu préfères avoir un gros iPhone qu'un petit iPad. Et c'est le même problème que l'iPhone mini qui était trop cher. Donc moi, je suis même pas sûr
qu'ils le mettent à jour ou alors Je peut-être pense le qu'ils vont champ du signe, l'abandonner. tu vois. Ouais. Non, mais Ouais. en fait, ce qui est dommage, c'est qu'ils ils le laisseraient continuer, mais ils diviseraient le prix par deux, ils en vendraient des palettes parce que je pense qu'il y a pour les Il est enfants, mignon, pour hein, ce tout un tas de produit, gens. pourtant. Hein. Mais oui, il est super, mais il est beaucoup trop cher. Donc là, on le trouve en promo hein, sur Amazon et tout, mais c'est encore trop cher quoi, par rapport à ce qu'il y a dedans. Bon, Damien. Ouais, il correspond surtout à un usage extrêmement limité parce qu'effectivement, si on veut l'utiliser en mobilité, on va prendre plutôt un iPhone, un Pro Max, on va prendre quelque chose de plus souple. Et c'est vrai que je me suis posé la question aussi à qui s'adresse finalement ce mini. Aux enfants, non, on ne veut plus leur donner d'écran, donc non, on va arrêter. Et les professionnels, dans ce cas-là, peut-être qu'on peut avoir un mini Pro qui justifiera un petit peu plus le tarif. Donc, je vois pas trop un peu son avenir. Effectivement, son avenir m'a l'air assez bouché. Allez, dernière info, rumeur, c'est une info également, c'est l'arrivée d'un jeu triple S sur Mac, c'est sûrement rare pour être souligné, Assassin's Creed qui devrait arriver, Shadows qui devrait arriver sur Mac au mois de novembre, le 15 novembre prochain, nos amis d'Ubisoft qui nous préparent ça, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a hâte de découvrir, ça c'est une dédicace pour notre ami Christophe Degrève. Vous retrouvez bien sûr les infos et rumeurs chaque semaine, tous les jours, je dirais, sur le site Mac Forever. Retour à présent sur l'arrivée du fleuron des iPads, il s'agit bien sûr du Pro en version M4. On vous dit tout. Alors, on a beaucoup parlé de cette extrême finesse de l'iPad Pro. Donc, gros plan sur l'iPad Pro. Donc, avant de parler de la puce, de son nouveau format et son extrême finesse, tu l'as entre les mains. Regardez, les amis, Damien. Tu confirmes, il est très fin. Il est très très fin. Effectivement, la première chose, la première impression, c'est vraiment il est extrêmement fin et on a se dit mais il est extrêmement léger surtout et on a l'impression, il disait dans la présentation, c'est une feuille de verre. Bon, on n'est pas encore là, mais on s'en approche. Hein, franchement. 5,3 mm en version là, 13, 5,1 en version 11 pouces. On a l'impression en fait d'avoir un espèce de gros cahier, mais qui a toutes les fonctionnalités possibles qu'on peut. Donc le rêver, produit d'Apple le plus fin, jamais conçu, plus fin qu'un iPod Nano. Qu'un iPod Nano de la grande époque, oui, tout à fait. Sauf la carte de crédit. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Des amis Goldman Sachs. Alors regardez ce qu'a lancé Apple au moment de la keynote et qui a beaucoup fait décrire. Il s'agit bien sûr de la pub de l'iPad Pro. Regardez. Sometimes when I'm down and all alone, oh, all I ever need is you. Winners come and they go, and we watch the melting snow. So as summer follows spring, all the things you do give me a reason to build my world around you. Come and follow rainbows, I am told. All I ever need is you. Didier, t'en as pensé de quoi cette pub? Allez, est-ce que t'as énervé comme beaucoup de gens apparemment sur Internet? Oh, on est choqué de tout maintenant, donc bon, non mais en fait c'est plus que on n'attendait pas ça d'Apple. C'est-à-dire qu'Apple c'est le fun, c'est tu vois, il y a un côté là il y avait un côté un peu creepy. Moi j'ai revécu un peu la même chose avec le Vision Pro, tu sais, quand tu vois le père de famille qui va vers ses enfants, alors soi-disant pour les filmer, mais avec le Vision Pro sur la tête, puis tout le monde fait comme si tout allait bien. Tu dis c'est le monde d'Apple, Tim Cook rêve de ça. Et là c'est pareil, ils ont quand même toute une communauté de monteurs, de cinéma, tu vois, de tout un tas de comment dire, leur fibre créative. Et ils leur ont détruit leurs appareils. Et puis vraiment, tu vois tous les trucs qui se pètent. Et tu dis quand même. Et en plus, elle a été remontée à l'envers, là, je pense qu'on l'a tous vu. Et avec une petite musique sympa et tout. Et tout à coup, la pub redevient cool. Et c'est marrant quand même au top niveau, ils se soient pas dit quand même, c'est peut-être il y a un truc qui va pas là-dedans. Et c'est rare qu'Apple s'excuse, hein, très très rare quand même. Et là, ils ont fait une petite excuse quand même suite à ça, parce qu'ils se sont dit non, là Tim Cook en personne. on a un peu. Ouais, mais c'est. Il y a quelqu'un qui Mais c'est lui qui l'a validé. Quelqu'un Hein, qui a dû perdre leur emploi quand même, parce que c'est pas possible. Il y a L'hôtel Apple Store de l'Alaska. Oui, bien sûr, ils ont dû sacrifier quelqu'un sur l'hôtel. Non, mais chez Apple, il y a évidemment un tel degré de validation. C'est fou. C'est tellement de bureaux, tellement de phases, et quelqu'un qui n'a pas dit à un moment, mais il y a un souci quand même. On est en train d'exclure tous les artistes, tous les gens qui finalement auraient pu acheter cet iPad. Ouais.
Moi, sur le coup, j'ai pas été choqué. Comme Parce que ça, tu n'es quand pas un je l'ai artiste, vu, toi, tu es voilà. dans les Ouais, tout chiffres à et fait. Moi, je suis dans les bits. chiffres. Voilà. Donc, j'ai trouvé, par contre, l'autre vidéo avec Mandalorian, je ne sais pas si vous l'avez vu, où il y a tout il y a un gars qui se déguise, etc., qui était beaucoup plus créative, plus sympa. Et donc, c'est étonnant le contraste qu'il y a entre les deux, quoi. Je ne sais pas comment c'est géré en interne. Bon, en tout cas, le message est passé, hein, il est plus fin. Il est surtout Mm. plus léger de 100 grammes, ça on le sent vraiment lorsqu'on l'a en Mm. main, Ouais, clairement. Ouais. Damien. Hein. Ouais. Et donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, on en parlait souvent dans cette émission, mon cher Didier, c'est qu'il est plus léger, notamment associé au Magic Keyboard, donc le clavier qui est juste ici, parce que c'était un vrai défaut de l'iPad Pro. Une fois qu'on lui greffait son Magic Keyboard, il doublait de poids. Hein. Alors, moi, je trouvais pas que l'iPad, Olivier, il était spécialement trop épais avant. Mais par contre, si tu lui mettais un clavier, donc ça te fait une épaisseur un peu bizarre, tu vois. Et surtout, avant, il était beaucoup plus gros que n'importe quel MacBook Air, MacBook Pro. Et ça enlevait le côté tablette un peu sympa à utiliser comme ça en mobilité. Donc, en fait, là, il redevient... En fait, il a exactement le même poids, en gros, qu'un MacBook Air. Même si tu prends le 13 pouces avec le clavier 13 pouces, tu as à peu près le même poids. Donc, tu n'as plus l'excuse de il est plus lourd. Et au niveau finesse, on est assez proche aussi, donc c'est quand même correct. Mais bon, après, tu as vu, c'est pas très élégant cette tranche-là, c'est un peu moche. Mais malgré tout, c'est en main, en fait, avec le clavier, il y a une vraie différence. Et là, j'ai joué pas mal avec. Je disais, ah ouais, quand même, là c'est vraiment un truc que j'ai envie de transporter. Alors, je connaissais des gens qui me disaient, mais moi, je prends pas le clavier d'Apple parce qu'il est trop lourd. Je prenais un Logitech, un truc un peu léger, parce que sinon, dans le sac, ça pèse. Hein. Ça pèse toujours, hein, quand même. Hein. Là, je sais plus combien, 900 grammes, presque 1 kilo. Hein, donc, c'est pas encore un iPad Air, quoi. Alors, il est plus léger, on l'a dit, donc on gagne à peu près 50 grammes pour le 13 pouces quand vous passez de l'ancienne génération du M2 au M4. Hein, on passe de 710 grammes à 660 grammes avec la nouvelle finesse. Le 11 pouces pèse lui, on n'est pas sûr du prix parce que Apple ne l'a pas donné, pèserait 580 grammes contre 601 auparavant, donc on gagne à peu près 20 grammes. Moi, ce que j'avais aimé, c'est le nouveau trackpad de ce Magic Keyboard. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il est en vert, hein, c'est ça, hein? Il est en vert, c'est vrai qu'il fait beaucoup plus quali, les finitions sont bien meilleures. Et j'ai remarqué aussi qu'il était beaucoup plus large. Beaucoup plus grand. Ouais. Ouais, on a beaucoup plus de place pour les doigts, donc c'est assez pratique, surtout pour si on a une utilisation pro. Qui va être son usage principal. Et je trouvais, oui, que par contre, ça décale un peu l'écran. J'ai pu comparer hier avec la version précédente, et finalement, l'écran est un peu plus loin. Un peu plus proche, Ouais. un peu plus... D'accord, ça Ouais, un peu plus éloigné des touches. Exactement, ouais. Et même en essayant de le rapprocher, ça quand même, ça va dégager de l'espace pour pouvoir utiliser le clavier plus simplement. Plus confortable. Ouais. Et au sommet du clavier, enfin, la première ligne de touches, c'est une série de touches qu'on attendait depuis longtemps, Didier, c'est l'arrivée des touches de fonction. Bien sûr, elles sont rétroéclairées, mais ça, ouais. ça manquait également. Hein. Non, mais c'est fou parce que Logitech les avait, alors qu'en plus Logitech bosse avec Apple. En plus, c'est les touches d'Apple, hein, c'est pour tu vois, la luminosité. Escape, avoir Escape, qu'est-ce que c'était pénible. Le son, enfin, tous ces trucs qui t'obligent d'aller tout le temps sur l'écran. Donc là, ils ont enfin réglé ce souci. Et effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, je ne sais plus qui disait ça, mais oui, Damien, le fait qu'ils aient repoussé un peu l'écran, moi, là, tu vois, je l'ai sur les genoux, et ben. Il faut pas grand-chose pour qu'il bascule quand même. Et c'est l'éternel problème des iPads avec des claviers par rapport aux ordinateurs. En fait, tiens, je peux te l'ouvrir, regarde, je vais te faire la démo. Quand tu ouvres un iPad, en fait, si tu veux l'équivalent d'un Mac, il faudrait le mettre à l'envers, tu vois, pour avoir à peu près... Le centre de gravité. L'angle. Il est comme ça, et du coup, tout le poids est dans l'écran. Et si tu dois choisir un ordinateur ou un iPad pour taper tout le temps au clavier, je trouve que l'ordinateur est quand même plus équilibré en termes de poids quand tu fais de la frappe toute la journée. Alors, pas mal de réactions sur Twitter à cette nouvelle quête de la finesse des designers, dont on sait qu'elle a plutôt tourné mal du côté des MacBook Pro Touch Bar. Petit florilège regardé, donc les designers sont obsédés par la finesse de nouveau chez Apple. Sébastien Marcucci qui nous dit: pour moi, la course à la finesse sur les Mac portables était une bêtise, mais force est de constater que sur l'iPad, on le tient dans la main et c'est une vraie valeur ajoutée. Bien sûr, l'écran sublime et la puissance à gogo raviront les heureux possesseurs de cet iPad Pro, donc il est plutôt pour. Nicolas Gorias nous dit: j'ai l'iPad Pro M1 et je ne vois pas ce que pourrait m'apporter ce nouveau modèle. Je m'interroge sur ses stratégies marketing. Je vends de la finesse au détriment de l'autonomie, moins de batterie, moins de métaux, moins de coûts, donc plus de marge.
Moins d'autonomie, non, hein, parce que l'autonomie égale, on va voir avec la puce M4, elle monte en puissance, mais elle consomme beaucoup moins d'énergie pour moins de batterie, donc c'est comme ça qu'ils ont gagné en finesse. Et autre réaction de décadence sur Twitter, tout un programme. De base, les iPad Pro sont des monstres de puissance et encore plus avec l'apparition des puces MX. Tant mieux qu'ils gagnent en puissance, mais ce n'est pas pour moi un argument majeur. On l'a vu dans le sondage en début d'émission. Cependant, le traitement nano sur l'écran, le nanotexture, on n'en a pas parlé, on va en parler dans un instant, et la finesse viennent apporter un vent de fraîcheur. Je suis assez d'accord, pour moi l'avancée majeure, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet iPad M4 et son écran. Et enfin, l'arrivée d'un écran AMOLED, Damien, fini le mini LED. Oui. C'est étonnant qu'ils aient attendu autant d'années pour adopter cette technologie. Ça a été la même chose sur l'iPhone finalement. Ils ont pris aussi leur temps pour mettre du 120 Hz et pour mettre un écran que même des fabricants chinois avaient quand même depuis 2 ou 3 ans. Après, je ne sais pas exactement quel genre de deal ils doivent faire à chaque fois et je pense que ça doit être extrêmement compliqué à faire avec les fabricants d'OLED que peuvent être LG et Samsung, mais ça doit prendre des années parce qu'ils en achètent des millions et des millions, donc forcément c'est peut-être plus compliqué. Et ils sont aussi face à des concurrents sur certains secteurs, donc les négociations doivent être extrêmement âpres. Alors, c'est un AMOLED, mais un AMOLED assez particulier et apparemment qu'on ne trouve pas ailleurs sur le marché que sur l'iPad. C'est un type d'AMOLED particulier, je crois. Oui, parce qu'effectivement, il est double couche. Le problème des écrans OLED, c'est la luminosité, hein, qui est quand même moindre que les mini LED. Alors, ça permet d'être plus plat aussi. Et donc, du coup, ils ont mis 2 couches pour y arriver. Il y a 2 écrans. Il y a 2 écrans en un, mais je parlerais plutôt de couches. Hein, c'est comme ça qu'Apple le dit. Ils appellent ça un écran tandem. Voilà. Un écran tandem, ouais, d'accord. Le double écran, moi, c'est vraiment 2 écrans. Ça viendra plus tard. Voilà. Il faudra attendre encore un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai regardé, à moins de m'être trop trompé, mais j'ai quand même bien regardé. J'ai pas vu de télé qui utilise ça. J'ai pas vu de tablette ou de téléphone qui utilise une double couche OLED. Et du coup, effectivement, c'est un écran. Je l'ai vu, hein, je l'ai découvert avec Damien là, quand je suis arrivé, qui est très lumineux et qui respecte quand même les standards d'Apple. La colorimétrie, bien calibré. C'est bien calibré. Toutes les tablettes n'ont pas ça. Toutes les tablettes OLED n'ont pas ce niveau-là. Non. Donc ils ont quand même, quoi qu'on en dise, innové, puisque pour l'instant, c'est les seuls à avoir cette techno. Ils l'ont nommé. Le défaut de l'OLED, hein, c'est qu'on a des noirs parfaits, c'est-à-dire la qualité, c'est qu'on a des noirs parfaits parce que on pourrait dire les pixels s'éteignent pour simplifier à outrance. Donc les noirs, c'est éteint, donc il n'y a pas de gris comme on peut avoir sur un effet gris sur le LED ou le mini LED, bien que le mini LED fait beaucoup de progrès. Par contre, en termes de luminosité, on a toujours dit que les OLED étaient moins bons. Là, on a 1000 nits en général, jusqu'à des pics à 1600 nits en HDR, donc c'est assez fort. Alors, on vous a préparé une petite vidéo, on a mis l'iPad Pro M2 à côté de l'iPad Pro M4. Donc, vous avez l'iPad Pro M2 de mémoire qui est sur la gauche avec une image très sombre, on l'a fait exprès. Et vous voyez qu'à droite, vous avez l'écran OLED et à gauche, l'écran mini LED. Alors, on ne voit pas vraiment de différence dans les noirs. Hein. Elles sont un peu plus gris à gauche parce que l'écran mini LED fait déjà beaucoup de progrès. Par contre, regardez-moi ce contraste. Comme l'image est lumineuse sur le LED, je précise que les écrans sont réglés luminosité à fond. Normalement, le mini LED devrait être plus fort. Hein. C'est sa force par rapport à le LED. Et là, on voit que sur le LED, à droite, la luminosité sur l'iPad M4, elle est remarquable. Tu confirmes, Didier ? Alors, est-ce que ton film était en HDR ou en SDR ? Il était en HDR. Parce que a priori, en HDR, tu es à peu près comme avant, 1600 nits. En fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont fait cette histoire d'écran double, c'est qu'ils ne pouvaient pas descendre en dessous. C'est-à-dire que la plupart des télés que tu as sur le marché, elles sont à 600 nits à peu près, ce qui est déjà pas mal pour de l'OLED. Mais effectivement, c'est en dessous de tout ce que propose Apple aujourd'hui sur ses iPhones, etc. En extérieur, hein, c'est important d'avoir de la luminosité. Hein. Oui, puis en fait, le HDR, si tu travailles avec, je ne sais pas si vous travaillez avec au studio, mais quand tu as des vidéos HDR, pour vraiment profiter de ce HDR, bosser avec la colo et tout, il te faut vraiment des écrans ultra lumineux. Sinon tu ne vois pas les différences, tu ne vois pas les contrastes. Et donc là, en fait, ils ont un suivi dans toute la chaîne qui est indispensable. Final Cut Pro, là, tu prends avec ton iPhone, tu filmes des vidéos, tu veux les mettre dans Final Cut Pro sur ton iPad, il faut que ça crache comme sur l'iPhone. Donc voilà, et ça, ils ont vraiment réussi. Moi, je me demande même si ça leur coûte pas un peu cher cet écran de l'avoir mis sur cet iPad, même si on peut pas dire qu'il est bon marché l'iPad, mais c'est assez inédit sur le marché et
Bon, je sais pas, comme ils n'ont pas des grosses quantités, peut-être qu'ils peuvent se permettre un petit peu ça sur ces modèles-là, quoi. L'iPad, ça devient, t'as vu, plus M4, les écrans OLED de haut de gamme. En fait, on a un peu une preview de ce qu'on va avoir dans les Mac d'ici On un an ou deux. espère, Didier, on espère. Et notamment Ah, mais la c'est sûr. PS4. On va voir, on va en parler dans un instant avec Fred. Moi, ce qui m'a impressionné également, lorsqu'Apple nous a fait la démo, on était ensemble, Damien, c'est la nouvelle version de l'écran OLED, mais nano-texturé Kesako, Damien. Et bah, ça va permettre tout simplement de compenser ce qui a été un des défauts des OLED, c'était tout simplement les reflets qui peuvent être problématiques. Là, on est dans un studio, on en voit très peu, je ne sais pas si les gens pourront Tu peux tourner, vas-y. bien voir, mais On voit plein de reflets, effectivement. voilà, on a toujours ce problème du reflet qui peut se passer dans les environnements avec des lumières Alors, artificielles ou Didier a même une on est en version mobilité. nano-texturée, donc on peut basculer sur Didier, donc tu peux commenter. Effectivement, On on voit voit pas de vraiment reflets. la Là, il est normalement dans la voiture, tu devrais être bourré de reflets T'as vu, avec je la suis luminosité. dans la voiture et vraiment, c'est super en On le termes voit. de reflets. Ouais. Une matification. Et moi, quand je l'ai vu, j'avais l'impression d'être face à une feuille de papier, quoi. C'est assez On avait remarquable. l'impression qu'ils avaient laissé l'autocollant dessus en fait, qu'ils avaient un espèce d'autocollant complètement mat et qui allait casser toute la lumière. On s'est Ouais. dit mais c'est pas D'ailleurs, possible, c'est un mock-up. Tu peux le voir ici, regarde, tu vois, Ouais. ici c'est brillant là sur Ouais. le bord. Donc là, on verrait On, ça. on veut si, tous savoir ça. si Pourquoi jamais. uniquement les graphistes Alors, c'est fou. Parce qu'ils Est-ce n'ont pas que- traité oui, les mais bords. attends, de Olivier, façon est-ce que manuelle. je peux t'en parler vraiment Vas-y, de ça? vas-y. Parce que moi j'ai regardé toutes les vidéos avec Justine. Oh, c'est génial, regardez, il n'y a pas de reflet, il n'y a pas de reflet. Ok, très bien, tout est super. Donc pourquoi ils mettent pas ça par Ça y est, on défaut? nous l'a énervé. Ça y est. Pourquoi? Ah, Mais Justine. non, mais en fait, il y a eu la même réflexion sur l'écran XDR d'Apple et j'ai vu très peu de gens, à part MKBHD, deux, trois personnes vraiment Ouais, ils ont un relever peu ça. d'audience, Alors, j'ai vu ça. en fait, tu le verras pas là si je te le montre parce que l'image est trop mauvaise, mais ce traitement dégrade l'image. Oui. C'est-à-dire que tu as Ah. une image qui a moins de piqué, qui a moins de contraste, qui a l'air presque pas Retina. Alors, j'exagère un peu, mais c'est ça Ouais. l'idée. L'image est un peu floutée, c'est ça que tu veux dire. Oui, elle est Ça manque floue, de mais en piqué. fait, tu sais, comme dans nos écrans mat de l'époque, sauf qu'à l'époque, on n'était même pas en 1080, donc en fait, ça ne nous posait pas tellement de soucis. Mais dès qu'on est passé aux écrans brillants avec du Retina, c'était impossible de revenir à de l'écran mat, essentiellement à cause de ça, parce qu'en fait, le mat, ça n'existe pas, c'est juste qu'on te dégrade l'écran pour pas qu'il y ait de reflets. Oui, Donc, le vert a tendance à magnifier l'image en plus. Hein. Et- Et et- t'as oui. noté qu'on nous a pas fait de démo avec l'écran C'est vrai, c'est vrai. nano-texturé. Hein. Et en termes de réactivité avec le Pencil, ça change quelque chose? Non, alors là par contre, c'est exactement la même chose, mais moi j'ai fait des traits très très fins à l'écran. Tu vois, tu prends un logiciel de dessin, et c'est vrai que tu as l'impression qu'il y a un flou, tu sais, qui a été mis sur ton trait. Et je pense que tous les gens. En fait, je me dis, vu que c'est une option, que c'est quand même assez cher. Ça se destine finalement à des gens qui vont faire de la vidéo, de la photo, du dessin, donc un peu en extérieur, etc. Mais finalement, c'est chez ces gens-là que ça va être le plus gênant au quotidien. Sauf si voilà, Compris. ils n'ont pas une grosse exigence dessus. Mais du coup, c'est une option, moi, que je trouve super pour le reflet, mais nulle pour la créativité. Donc, Donc, en fait- donc finalement, qui va prendre ça, quoi? En fait, tu le réserverais plutôt pour le grand public et non pas pour les professionnels. Oui, bah, pour les enfants, tu vois, pour regarder des films, en fait, Ouais. ce serait un truc idéal pour les tablettes d'enfants. Ouais, Mais bah, eux, ils te le 200 vendent comme un 200 truc haut de gamme. euros de plus, alors que ça moi, fait je trouve déjà pas un que joli c'est cadeau. un truc Ouais. haut de gamme. Allez, assez parlé de l'écran, on va parler de l'avancée qui a été le plus commentée concernant cet iPad Pro. Il s'agit bien sûr de la puce M4. Fred est dans les starting blocks, il va nous dégainer ses slides, tout savoir sur la puce M4. Mais avant un petit... non, on continue. Ah oui, auparavant, un petit préambule, notre petit sondage. On a préparé un sondage pour la puce M4. Selon vous, la puce M4 et sa puissance sont-ils des arguments d'achat des nouveaux iPad Pro? Est-ce qu'en clair, vous allez acheter un iPad pour sa puissance? Et vous n'êtes que 30,5% à répondre oui, une large majorité, 69,5% à répondre non. Donc pour l'instant, la stratégie marketing d'Apple, elle fait plutôt un flop auprès, en tout cas, de notre audience. Beaucoup de réactions sur Twitter, regardez. Il m'a soigné avec son prénom, on va dire J. Invest crie graph. Non, je ne vais pas acheter. Non, ce n'est pas un argument de vente, la puce M4, la puissance. Mais comme je suis un petit naïf, j'ai envie de l'acheter alors que j'ai déjà le M1 en 13 pouces. Donc ça, c'est un Apple addict. Laurent aurait peut-être un bon psy à me conseiller. On lui posera la question la semaine prochaine. Laurent Pantanache. Une réaction de la brique. Non, je ne vais pas acheter un iPad pour la puissance. Pour mon usage, à savoir l'illustration, un peu de retouche photo et d'investissement. J'ai actuellement un iPad Pro 2018, donc les premières versions avec les bords affinés, qui fait tourner parfaitement Procreate. Concernant la suite d'Adobe, c'est déjà plus compliqué. Par contre, je pense changer pour un Air en 12,9, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
Fred, il n'est pas d'accord avec toi, Didier. Philu33 qui nous dit non, j'ai déjà possesseur de l'iPad Pro 2018, donc la première version, donc que je n'ai jamais réussi à mettre en PLS. Des apps soi-disant pro ratées, comme logique, petite critique. Un manque criant de port. Cette belle tablette comblera celui ou celle qui l'achètera, mais un M1 est largement suffisant. Bien le bonjour à tous, bonjour à vous. Et enfin, officier ludique, j'ai commandé le nouvel iPad alors que j'avais déjà le M2. J'ai pourtant une utilisation très basique de l'iPad, surf et jeu, mais je me dis que de toute façon, il ne sera pas renouvelé avant la sortie de la M5, donc pas avant au moins 1 an et demi. J'ai surtout changé pour l'écran OLED. Il y a encore une réaction, celle de la noix du Périgord. J'adore ce nom. Je fais déjà tourner le LLM Whisper sur un iPad Pro M1 et je peux enfin dicter un texte en local de manière irréprochable ou un RAG Phi 3, aidez-moi les gars, je ne sais pas comment on dit ça, avec des data pro. C'est Microsoft, c'est le mais modèle c'est de Microsoft. compliqué, surtout OpenAI, le modèle de Microsoft aujourd'hui. Oui. Ça rentre aux chausse-pieds, mémoire temps d'interférence, donc un M4 plus rapide, c'est avec un NPU, c'est oui. Alors, parlons de ce M4, parlons de ce NPU. Quelles sont les avancées de la puce NPU? On a dit déjà que c'était un 3 nano. C'était déjà un 3 nano, le M3. Qu'est-ce qu'il y a de nouvelle génération? Qu'est-ce que ça veut dire, un nano de deuxième Alors, génération? qu'est-ce que ça veut dire? Apple était les premiers, ils étaient les premiers en 2023 à passer en 3 nanomètres. D'abord sur l'iPhone, avec cet iPhone 15 Pro Max et 15 Pro aussi. Et ça a été possible grâce à TSMC. Mais TSMC avait un petit souci, c'est qu'ils n'étaient pas prêts tout à fait pour leur process 3 nano standard. Donc, il n'était pas optimisé, ce 3 Il nano. n'était pas optimisé, mais parce qu'ils veulent le faire évoluer, le 3 nano, sur plusieurs années, TSMC, et Apple a dit, c'est hors de question, le 15 Pro doit être en 3 nano, on doit être les premiers, donc vous allez me sortir un 3 nano. Alors il dit, on va vous sortir un 3 nano, mais il va être en 25 couches. 25 couches pour y arriver, c'est un peu beaucoup, ça coûte cher, il y a pas mal de déchets. Ça chauffe, ça consomme un peu plus. Ça chauffe, ça consomme un peu plus, et puis il y a du rendement, ça coûte un peu plus cher, mais bon, c'est Apple. Donc Apple a eu son 3 nano et ils ont produit l'iPhone, puis après les M3, 3 Pro et 3 Max, tu te rappelles, tout en même temps, ils l'ont produit en 3 nano, mais dans un process sur mesure pour Apple. Là, ce qui arrive, c'est qu'on rattrape le process de TSMC qui s'appelle le 3E. Grande série. Voilà, grande série. On passe de 25 à 19 couches pour créer toutes ces connexions. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Ça permet de monter en fréquence, ça permet de mettre plus de transistors, d'être plus économe. Et c'est ce process-là qui arrive. Et il y avait effectivement une ouverture pour Apple d'être les premiers à utiliser ce nouveau process. Et ils n'allaient pas le laisser aux autres, et TSMC n'allait pas attendre 6 mois pour l'arrivée de l'iPhone. Donc, elle aurait vendu peut-être sa chaîne de production libre à Samsung ou à Nvidia. Samsung ou à Nvidia ou à un Qualcomm. Donc, Apple a dit on prend. Donc, il dit on prend. Pour avoir toute la capacité de production du marché. Tout à fait. Et ils ont raison. Donc, ils ne laissent aucun concurrent respirer par rapport à ça. Et je vous rappelle qu'on est en 2024, Didier le sait, il n'y a pas de puce 3 nano ailleurs, chez Qualcomm. Il n'y a pas de Galaxy en 3 nano, il n'y a pas de tablette. Donc, il faut reconnaître que cette stratégie, elle est agressive, mais elle paye. Donc, en clair, ils nous refont le coup de l'iPod première génération où ils avaient acheté tous les disques durs au format d'une carte de crédit. Donc, si on voulait faire des concurrents de l'iPod, on ne pouvait pas. Quand ils ont sorti les iPod Nano, ils ont acheté tous les stocks de RAM chez Samsung d'ailleurs. Oui. Donc, si on voulait faire un iPod Flash, un concurrent, il n'y en avait pas. On étouffe la concurrence. Voilà. Le Quand ils ont sorti les écrans multitouch, pareil, ils ont acheté tous les écrans. Donc, il a fallu attendre 2-3 ans pour qu'Android s'équipe. Là, ils nous font pareil en fait. Oui, ils nous font pareil. Et là où c'est fort, c'est que les équipes de Johnny Srouchi et Timillet, c'est Timillet qu'on a vu à la conférence, ils avaient déjà prévu le design du M4, parce qu'il y a des modifications. On va en parler, mais il y a des modifications. On va en parler. Alors, et ce qui est intéressant dans ton discours et dans ton analyse, c'est qu'on s'aperçoit finalement que si l'iPad bénéficie d'une puce M4 3 nano, ça n'est pas du tout, a priori, selon ton analyse, par rapport à ce que disait Mark Gurman, à savoir, on va faire une super puce pour l'intelligence artificielle et pour être prêt pour les annonces de la WWDC. Non, on fait une puce 3 nano pour tester, pour mobiliser la capacité de production et pas qu'on ne la vole pour l'iPhone en septembre. Oui. Et puis on monte en charge pour être prêt pour l'iPhone justement en septembre et pas se planter avec une puce 3 nano qui soit optimisée. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, ils changent un peu le calendrier, mais je pense que c'est dû à l'industrie, tout simplement. L'industrie. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'avant, on savait qu'Apple était tributaire d'Intel, du calendrier
Oui, Intel. avant l'Apple Mais Silicon. Intel était un industriel qui fabriquait ses puces dans ses usines. Donc Apple est tributaire aussi de l'industriel et partenaire qui était CMC. Donc quand les chaînes de production sont prêtes, je vous rappelle qu'une machine pour fabriquer les puces, ça vaut 150 millions de dollars la machine, et on n'en fabrique pas des tonnes avec. Donc c'est les machines les plus chères au monde d'ailleurs. Il n'y a rien de plus cher que les machines d'ASML. C'est un Hollandais qui le fait, on en avait parlé. Donc là, effectivement, c'est le calendrier qui est un peu inversé. Alors, l'avantage, c'est que l'iPad Pro, c'est un petit volume. Donc, ils peuvent aussi commencer à travailler, parce que ils ont dû commencer la production en février-mars, je pense. Vous savez, l'iPhone, les puces commencent à arriver en juillet. On commence ou fin juin, début juillet. Par la Voilà. désindustrialisation. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent quand même tester avec TSMC, On teste, quoi. voilà, On monte pour en charge améliorer progressivement. le fameux Ouais, yield très dont je important. parle de temps en temps, le yield, le rendement, ils peuvent l'améliorer, et quelque part ils vont Très optimiser, c'est la 18 qui sera peut-être pas Pro, à 18 Pro de l'iPhone 16 et Pro sera peut-être encore mieux optimisé, et l'iPad, le calendrier tombait bien sur l'iPad et pas sur les Mac. Damien, tous les réagir. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont aussi tiré des leçons du post-Covid, parce qu'à un moment, il y avait eu un petit problème de shortage de puces, sortie de Covid évidemment, et il y a eu quelques sueurs froides. Apple a même dû décaler certains événements, certains lancements, ils avaient des problèmes à se procurer certaines C'est puces. dispo. Donc C'est là, on a l'impression qu'ils ont préempté un Quand paquet on de sait puces là- et des capacités Ouais. de production pour plus se retrouver dans cette situation et puis avoir les sueurs froides du mois de juillet. Quand on sait l'importance de l'iPhone dans le chiffre d'affaires d'Apple, ils ne peuvent pas se planter, effectivement. Mm. Et accessoirement, donc, dans la keynote, on comprend pourquoi donc, ils réservent cette puce M4 à l'iPad, et c'est lié à l'écran, apparemment. Alors oui, peut-être qu'ils ont effectivement, il y a une partie qui s'appelle le bloc qui s'appelle le display. Display. Tout va bien. Merde. C'est Aïe, c'est moi. rien, j'arrive. Fais comme je Oui. m'occupe de ton micro qui vient de te D'accord. casser la gueule. On va plus les accrocher à la ceinture parce qu'ils sont toujours par terre. Donc, garde-les avec toi. Je vais le mettre là. Oui, Ça va ça va aller, là. Ouais. Donc, tout va bien. Tu as pas l'ingénieur du son qui est venu en courant, mais donc tu sais que ça Donc marche ça va, encore. d'accord. Vas-y. Donc oui, ils ont expliqué que pour gérer cette double couche, effectivement OLED, ils sont obligés d'adapter un petit peu leur bloc display. Donc c'est la carte graphique en fait qui est à l'intérieur du socle. Donc ça c'est sûrement vrai, effectivement. Mais je pense pas que ça justifie de passer. Mais d'accord. Voilà. Parce que quand on a posé la question au responsable d'Apple, on était ensemble, on disait mais pourquoi vous ne passez pas la puce M3? Il disait parce qu'il nous fallait un pilote spécial, un driver spécial, dirons-nous pour aller à l'essentiel, intégrer à la puce, et la M3 ne l'a pas. Tout simplement. Mais en fait, le M3, on est en train de comprendre qu'il est mort et enterré, quoi. Qu'Apple va être obligé de l'abandonner parce qu'ils ne vont pas réserver une chaîne de prod Non. Non. qui est dépassée pour ça, quoi. On a l'impression que c'était un peu un élément de transition, quoi. On s'est dit, on va attendre avec ça, et puis on a mieux tout de suite, donc autant y aller à fond avec du M4 de partout. Et ils vont mettre vraiment de partout. Oui, surtout que la chaîne actuellement qui fabrique les M3, M3 Pro, M3 Max, puisqu'il n'y a pas d'Ultra. Mm. D'ailleurs, on aurait dû avoir un signe. Il n'y a Ouais. pas d'Ultra, donc peut-être que Ils ont arrêté. voilà. Arrête le développement. Ils veulent pas trop investir là-dedans. La chaîne de production, il va falloir quand même la convertir. Les machines, on les convertit pas comme ça de l'ancien process au nouveau process. Il faut plusieurs mois pour arriver à mettre ça. Donc, je pense qu'ils vont faire du stock. Ils vont faire du stock parce qu'ils ne peuvent pas changer les MacBook Air et Pro de suite. Non. Mais il va falloir quand même convertir tout ça. Donc, il va y avoir un petit passage. Voilà. C'est quand même un signal particulier, Didier, qu'on envoie notamment aux utilisateurs de Mac qui, là, aujourd'hui, sont en M3. Et je vais acheter un MacBook Pro M3. Je vois que l'iPad Pro est à M4. Psychologiquement, on sent que les vendeurs d'Apple font un peu la grise mine. C'est pas ça, marketingment, à expliquer que ouais, c'est un M4, mais c'est quand même moins rapide qu'un M3 Pro. Enfin bon, ouais, bon courage. En fait, c'est dur à comprendre, mais l'iPad, il faut voir quand même que on avait prévu une courbe comme ça. Là, on est revenu presque à des ventes il y a 6-7 ans, quoi. En fait, l'iPad est un peu effectivement. Effet Covid. Oui, mais il y a aussi le fait que c'est pas un produit. Tu sais, Steve Jobs disait oui, le Mac c'est le camion, et puis tout le monde va avoir des iPads. Ça n'a pas été du tout le cas. C'était une mauvaise il fallait un prédiction. système d'exploitation pour ça, les amis. Et oui, mais peut-être qu'Apple se dit tiens, en mettant des puces un petit peu plus rapides tout le temps, quand il y avait le M1 et tout, ça dynamiserait les ventes. Le M1, ça l'a fait, mais il y a eu le Covid donc qui a accentué ça. Donc on ne sait pas trop si c'est le M1 ou plutôt le Covid. Moi, je pense que c'est quand même plutôt le Covid. En fait, les gens aujourd'hui qui ont des M1, ils te disent honnêtement, j'ai pas. Là, tu as vu notre lecteur tout à l'heure. Enfin, ils n'ont pas besoin des M2, M3. Et Non. même moi, tu vois, je t'avoue, je suis passé au M3 Pro, au M3 Max depuis un M1 Max. Honnêtement, sur ma machine, à part les temps d'export un peu,
mais au quotidien, ça m'a pas changé la vie, alors que du temps d'Intel, tu prenais 2 générations, ça te changeait la vie. Mais par contre, c'est vrai que ça peut quand même créer du stress chez les gens qui viennent d'acheter un MacBook Air, qui est pas donné, hein, le M3, il est quand même pas donné. Mais je pense qu'il va y avoir quand même du temps avant qu'ils arrivent direct avec le M3 Max, le M3 Ultra. Je suis pas sûr qu'ils te le sortent quand même tout de suite. Parce que, comme dit Fred, je pense qu'il va falloir le temps aussi qu'ils mettent en place les chaînes de production, etc. Et puis, l'air de rien, ils ont investi dans le M3. Donc, tu vois, quelque part, ça vient de sortir, cette puce. Donc, Il y a ça 6 paraîtrait mois, fou ouais. que... Non, mais ça paraîtrait fou que les Mac passent au M4 Pro là, d'ici la fin de l'année, tu vois. J'ai Ouais. du mal à imaginer ça. Ouais, en tout Et, cas, et ça même sur le accélère, plan des hein. ventes, les gens qui ont investi, Ça quand même accélère, les hein, machines, les nettement du MacBook côté Pro, là, d'Apple. ils sont entre 5000 et 7000 balles quand Oui. tu mets un peu d'options. T'as pas envie de te dire, tiens, j'ai la puce nouvelle qui arrive dans un an, quoi. C'est un peu Alors, stressant. revenons au portrait robot, passons au crible, la puce M4. Il y a plus de cœurs désormais dans ces puces, dans cette génération de puces, mon cher Fred. Alors, de quel cœur on parle? Les cœurs CPU, oui, effectivement. Il y a des cœurs économes, donc pas les gros, les petits. On passe de 4 à 6. Je vous rappelle, avant le modèle M2, M3, c'était 4 cœurs et 4 cœurs. 4 cœurs performance, gros, puissant. 4 cœurs économes, petits, très économes pour les petites Jusqu'à tâches. 2 fois plus économe que le M2, ce qui est remarquable. Ouais. On voit l'importance de l'amélioration du procédé de gravure, hein, Oui. du vrai 3 nanomètres, entre guillemets. Du vrai 3 nanomètres. Et puis, ils ont revu aussi à l'intérieur des cœurs le design. Donc, ça, c'est quand même. Jusqu'à 50% plus rapide, on l'a vu brièvement, en Ouais. mode CPU. Ce qui est... Ouais. Alors, ils comparent par C'est énorme. rapport au M2. Hein. Ouais, mais Toujours c'est par rapport à énorme. la génération précédente. Mais c'est quand même énorme. Donc, ils progressent. Hein. Il n'y a pas de souci. Les équipes délivrent ce qu'elles doivent savent faire. Alors, quid du GPU cette fois-ci en termes de cœur? Il y a également il y a des améliorations. Alors oui, par rapport au M2, effectivement, ils bénéficient de toutes les améliorations des GPU du M3. Par contre, c'est exactement le même, même s'ils ne le disent pas comme ça, c'est exactement le GPU du M3. Ouais. Donc, Mais il y a le ray tracing en plus sur l'iPad, c'est ça enfin, qui est M3, qui n'était pas sur l'iPad. et qui n'était pas sur l'iPad. Donc, Et le ça, ray c'est tracing appréciable arrive. pour les jeux parce que le ray tracing, ça consomme quand même beaucoup. Il y a aussi le mesh shading qui permet d'avoir des objets un peu plus sympathiques. Et puis l'upscaling qui est aussi intéressant parce que je vous rappelle les définitions de l'iPad, elles sont élevées. Et donc, si on peut comme ça préférer beaucoup d'images par seconde et puis agrandir un petit peu l'image sans que ça se voit, ça, c'est fait en hardware. Donc, Alors, est-ce qu'on peut dire que cette puce M4, comme l'a annoncé Mark Gurman, avant que tu veuilles réagir, Damien, est taillée pour l'IA? Est-ce que le fameux NPU, le Neural Engine chez Apple, oui. est vraiment, a été vraiment musclé pour laisser imaginer que dans quelques semaines, quelque chose permettrait de faire tourner localement un outil DLLM quelconque, made in Cupertino? J'ai trouvé que dans notre présentation là, les gens d'Apple étaient beaucoup plus ouverts à l'idée de parler d'IA. Oui. Donc ça, c'est un premier signe. Déjà, on se dit que ça veut dire qu'ils ont à la fois peut-être les capacités en interne, ça on va le savoir dans 3 semaines, Il serait temps, hein. logiciel en tout cas, mais en tout cas dans le hardware, c'était très à l'aise. Ils ont enfin parlé de machine learning, ils ont mis en avant des logiciels qui intégraient de l'IA, ce qui était un discours qui était Oui, mais c'est pas inaudible l'IA il y a encore 6 générative mois. dont on nous a parlé, hein. Non, mais toujours on cette parle fameuse déjà l'IA. cachée, Il y a encore quelques temps, l'IA, c'était Ouais. un gros mot là-bas. Hein. Ouais, ça sert à rien. Ouais. Ouais. Ok. Tu nous parles du Neural Engine ou pas, ou on enchaîne? Non, c'est bon. Bon, alors tu nous as préparé, je crois, 3 slides qui sont bien précises. Décris-nous la première, qui vraiment passe au crible le nombre de transistors, je crois, hein. Oui, alors vous voyez les générations M, 2, 3 et 4. Donc sur la première colonne, on va s'intéresser au M1. Vous voyez, on est passé de 16 à 20. Donc il y avait une augmentation de 25% du nombre de transistors. On a récupéré, donc ça valait le coup, hein, on a récupéré sur le M3 25 transistors, 25% supplémentaires. Hein, donc on est passé de 20 à 25, c'est colossal. Et là, vous voyez que ça ralentit un petit peu. C'est-à-dire que quand même, on est à 12%. C'est une deuxième génération du 3 nanomètres, mais c'est quand même plus léger. Donc, qui c'est qui en a profité? Probablement le CPU, probablement le Neural Engine aussi, qui a dû augmenter un petit peu. Et puis c'est ce que j'ai marqué sur la partie ultra, c'est que voilà, ça va être cancelled. Et du coup, c'est la fameuse barre. Est-ce qu'on va avoir à la WWDC l'annonce d'un M3 Ultra, d'un M3 Max? Alors, tu as essayé dans une autre salle d'imaginer quel pourrait être le calendrier des sorties des prochaines puces, si on pourrait résumer ça ainsi. Alors, comment ça pourrait s'organiser dans les semaines ou les mois qui viennent, à l'aide d'une seconde slide que tu nous as préparée, mon cher Fred. La voilà. Voilà. Alors,
L'année dernière, il n'y a pas longtemps, c'était il y a 7 mois. Moi, j'ai calculé 7 mois. C'est vrai qu'on dit souvent 6 mois, c'était il y a 7 mois, c'est en octobre. Les internautes nous diront, c'était la première fois, vous voyez, qu'ils sortaient les 3 puces, M3, M3 Pro, M3 Max en même temps, D'affilée. d'affilée. D'habitude, il y avait quoi, 3-4 mois d'écart entre chacun? Ouais, voilà, on le voit au-dessus. Vous voyez, il y en avait en juin, en janvier, d'autres en juin, mais de l'année d'après. Vous voyez, le M2, ça a été beaucoup plus étalé et on voyait vraiment la différence entre la partie M classique, qui est le grand public, et les parties Pro et Max. Donc, il y avait une saisonnalité, évidemment, pour pas avoir à sortir tous les produits en même temps aussi. Donc là, cette année, c'est ce que disait Didier tout à l'heure, ça va être un petit peu compliqué quand même de sortir des MacBooks grand public ou même pro à l'automne parce que ça. Donc toi, tu penses qu'il n'y aura pas d'annonce à la WWDC, en clair? Mais la seule annonce que je verrais bien, éventuellement, ça serait peut-être pour le studio, pour les développeurs et notamment Pour équiper avec un M4 directement. pour les version équiper M4, avec un M4 avec un Ultra super et donc le ouais, Max avec un super NPU. avec un super NPU. Alors Pour pourquoi l'IA générative. Alors pourquoi? Parce qu'il va falloir quand même dire aux développeurs, il va falloir entraîner des modèles, et vous allez utiliser des gros modèles, on va vous donner tout un tas de trucs. Il faut aussi les aider à se projeter parce que c'est un Oui. peu dur pour l'instant, ils se sentent un peu limités peut-être et du coup Ouais. il faudrait leur donner quelques outils et les faire un peu saliver finalement. Ouais, si Apple Peut-être. nous prépare son propre modèle. Voilà. Pour l'instant, souvenez-vous que pour les rumeurs, c'est encore OpenAI qui tient la corde. L'autre rumeur dont on n'a pas parlé tout à l'heure dans le Busomètre, c'est qu'Apple ouvrirait sa propre boutique d'applications intelligence artificielle qui permettrait de contrôler mieux les applications estampillées iPhone ou les applications possibles estampillées iPhone ou Mac, parce qu'elles devraient être validées par cette boutique-là, tout en utilisant l'architecture ou du moins le modèle de chez OpenAI. Réponse dans un mois. Dernière slide que tu nous as préparée, Fred. Oups, Hop là. et la voilà. Oui, là, je vous ai résumé un seul slide toutes les annonces du M4. Alors, on a vu la partie CPU, vous voyez, donc on n'est plus en 4+4, mais 6+4. Donc, il y a 10 cœurs avec les performances accrues. Le nouveau NPU, il y a vraiment une mise à jour du NPU, mais pour l'instant, comme on n'a pas de gros de LLM, Apple, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais je pense qu'ils ont travaillé dessus, évidemment. Depuis 2022, 2023 a été rude pour eux, donc je pense qu'ils vont faire un effort. Ils ont dû faire un effort sur ça, j'en doute pas. La partie GPU, elle n'a pas bougé. On est sur 10 cœurs GPU. Mais c'est pas une comme le révolution en M3. termes de design de processeur. On reste quand même sur ça ressemble à un M3. Comme Ouais, tu ça vois. ressemble à un M3. Il y a quand Le même M3 avait beaucoup bouleversé de choses par rapport au M2. On Oui. peut plus rajouter comment tu appelles le 16 qui avait en dessous la crossbar. le Fusion. Ouais. Le- On rajoutait un le morceau de puce et on Oui, passait voilà. à la version Pro. Ouais, ouais, on Là, passe- c'est pas, a priori, là, c'est pas le cas. Ouais. c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et puis, ce qui est notable, c'est les 120 gigaoctets par seconde de mémoire. Ça, c'est important parce que la mémoire, c'est souvent un goulot d'étranglement parce qu'on a beaucoup de CPU, beaucoup de performances GPU, beaucoup de Neural Engine. Et quand tout ça, ça veut accéder à de grosses quantités de données, eh bien, on se retrouve en fait limité par la mémoire. Et donc, tous ces cœurs-là attendent que la mémoire arrive avec ces données. Donc 120 gigas, c'est 20%. C'est 20% de débit mémoire supplémentaire. C'est beaucoup. Et ça, c'est pas mal parce qu'on va le retrouver après sur le Pro, le Max, etc. C'est Pour une le nouvelle Geek, ça va être génération. bien pour Didier. Et- Oui, Didier. Je peux poser une petite question à Fred. Toi, tu pensais pas que... Parce que tu sais, avant, on te prenait ces puces, là, M1, M2, M3, on les doublait pour faire le M- Pro, on les Ultra, redoublait ouais. pour faire le Max, mais le problème, c'est qu'on avait des puces de mobile, et finalement, on doublait du mobile, et à la fin, on avait plein de cœurs qui n'étaient pas très puissants, Ouais. alors que sur les M3, ils ont été beaucoup plus généreux sur les cœurs rapides. Et moi, je sentais bien, justement, que cette stratégie, elle allait vers une machine un peu plus de bureau. Tu vois, qu'ils allaient nous faire une puce un peu plus taillée pour le bureau. Et finalement, c'est vrai que j'étais surpris de ne pas l'avoir arrivé sur une base de M3. Du coup, est-ce que ce M4, pour toi, il a l'air quand même taillé pour pouvoir le décliner justement plus efficacement sur une machine avec plus de cœurs GPU, je sais pas, plus d'entrées-sorties, tu vois, d'avoir du Thunderbolt 5, des choses comme ça, quoi. Toujours plus avec Didier. Ouais, toujours plus. Moi, ce que je pense, c'est c'est une évolution logique. Ce qu'on sent, par contre, c'est qu'Apple, sur la partie Max, est en train de changer le design. Ils essaient moins de faire juste, je rajoute quelques cœurs, etc. On l'a vu avec le M3 Max spécifique. Et Ouais. du coup, Avant, ils rationalisaient beaucoup Voilà. les productions. Maintenant, c'est vraiment un et design c'est spécifique. voilà, c'est ce que j'avais expliqué. Le Pro,
était en fait un max un peu tronqué et l'Ultra, c'était 2 max. Là, le Pro, il a son propre design, il est optimisé pour ça. Et le max, lui, il est vraiment spécifique. Il se pourrait qu'effectivement, on ait des choses qui soient très, très particulières sur le max qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et un dernier point sur lequel Pourtant, on n'a pas eu Oui. on n'a pas eu le Mac Studio M3. Non. M3 Non, parce qu'ils Max, savaient tu vois, déjà, à M3 l'époque, ils Ultra. savaient déjà, je pense, qu'ils n'allaient pas rester sur ce process de gravure. Alors, j'imagine, mais les Apple. acheteurs enfin voilà, Mm. ça signe un peu l'arrêt de mort du Mac Studio aujourd'hui, pour l'instant. Qui va acheter un Mac Studio Et le qui arrive Mac Pro, potentiellement d'un M4 Olivier. et d'un M3 qui n'arrive pas. Tu vois, c'est Avec bon. du M2 Max. Je voulais insister sur un point, c'était la fréquence de ces puces, de ces CPU embarquées dans le M4. Oui, oui, c'est important parce qu'on est passé quand même, historiquement, on avait du 3.5, je crois, de mémoire sur la partie M2. On est passé à 4,05 de mémoire sur la partie M3, hein, donc c'est un bon. Hein. Enfin, c'est pour la première fois le cap des 4 GHz. Voilà, 4 historique, hein, GHz, sur un vous vous Mac, rappelez, hein, c'était des fréquences un peu Intel, hein, réservé au monde PC. Ouais. voilà, alors que sur le M1, on était même en dessous de 3, je crois. Et donc là, il passe à 4,5. En fréquence, et vous savez que c'est pas linéaire, c'est-à-dire que quand on augmente la fréquence, on consomme beaucoup plus, hein. Donc vous augmentez votre fréquence de 20%, mais vous doublez la consommation presque. Donc là, on voit vraiment que le process TSMC, parce que j'ai regardé les tests du M4 dans l'iPad, quand il le pousse vraiment très très fort, en fait, il fait pas de throttling. Par rapport au M2 ou même au M3 qui commence à réduire sa fréquence, il reste constant vraiment très longtemps. Et du coup, ça va être très bien pour le futur iPhone que j'ai, l'ancien je l'ai, qui quand on met des jeux commence à réduire, commence à chauffer, donc ils sont obligés de réduire. Là, on voit que l'iPad qui est vraiment, il a le format d'iPhone en termes d'épaisseur, en fait, il garde sa performance. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de bench? Alors, pour l'instant, on a fait des tests assez sommaires, on y reviendra plus longuement parce qu'on vient de recevoir les iPads, bien sûr, et tu reviendras également sur Mac Forever, Didier. Toujours dans Geekbench. Et je peux te dire un petit mot si tu veux. Oui, vas-y. Juste sur cet aspect de température, parce que nous, on a fait un petit comparatif rapidement avec une sonde, et effectivement, le M4 sur les mêmes tâches était quand même beaucoup plus froid. Je ne sais plus combien il avait de joules d'écart. On a fait un petit live hier, mais je crois que c'était 4-5 degrés. Donc, c'était pas anodin. Par contre, si tu prends des softs, là, moi, j'ai testé avec 3D Mark, je sais plus Wide, je sais pas quoi, là. Et lui, il te met la courbe du throttling, justement. J'arrivais à en avoir un peu quand même. Donc, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il descend un peu au bout d'1 minute, et puis après, il se stabilise bien. Et c'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec Fred. Je pense qu'il y a un beau potentiel là-dessus. Et surtout, Apple a beaucoup de machines qui n'ont pas de ventilateur. Tous les MacBook Air, les iPads, les iPhones n'ont pas de ventilo. Donc, le throttling, aujourd'hui, c'est la clé parce qu'on peut te vendre des super perfs, mais si tu les as que pendant 30 secondes, ça n'a pas d'intérêt. C'est ce qui avait beaucoup de mal à Intel ces dernières années. Geekbench, qu'est-ce que ça donne en matière de puissance CPU sur l'iPad Pro? Alors, tu vas l'avoir à l'écran, regarde. On a comparé donc l'iPad Air M2 avec l'iPad Pro. Pardon. Alors, l'iPad Air M2 face à l'iPad Pro M2 et l'iPad Pro M4. Est-ce qu'il y a des différences importantes? Bon, déjà, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a les mêmes perfs avec un iPad Pro, un iPad Air M2, ce qui est quand même bon signe. Tu vois, bon, c'est normal que les chiffres soient pas exactement les mêmes, mais parce que même tu le refais 2 fois de suite, t'as pas exactement le même bench. Mais par contre, c'est vrai que quand tu regardes le M2 et le M4, tu vois, nous, on a vu vraiment avec les Mac le cap successif. Là, tu passes, presque tu doubles les performances. Enfin, j'exagère un petit peu, mais tu fais un bon plus 50%. Tu vois, sur le monocœur est vraiment très impressionnant. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Fred, mais moi j'étais bluffé de voir le monocœur. Je suis bluffé donc, parce que même un Intel en i9 qui consomme, alors ça n'a rien à voir, hein, là on dépasse un i9 Intel, ça consomme plus de 100 watts, donc on n'est pas du tout dans le range du M4, hein, il est moins performant. C'est fou. Donc ça veut dire qu'on a besoin de puissance immédiatement, il est capable de délivrer. En fait, il n'y a pas beaucoup de puces qui font ça, même avec des consommations multipliées par 4, donc bravo Apple. Ouais. Quid des performances graphiques cette fois-ci, toujours dans Geekbench, des performances pour le métal et on teste le GPU cette fois-ci. Oui, exactement. Donc là, alors là, je suis surpris qu'on n'ait pas exactement les mêmes perfs entre le R et le Pro. Et on a refait deux fois, mais on a revu deux fois le même résultat. C'est bizarre. Hein, mais oui, c'est assez bizarre. Après, peut-être que c'est, tu vois, les tests GPU des fois ils sont plus longs.
Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les tests GPU, tu as le GPU et le CPU au même endroit. C'est-à-dire que ça chauffe un petit peu plus. Et peut-être, tu vois, que l'iPad Pro a un meilleur refroidissement passif aussi. Donc ça peut jouer peut-être un peu plus sur ces C'est le cas tests-là. apparemment avec le système ça de peut- refroidissement au cuivre qu'ils ont mis dans la pomme, d'après ce que j'ai compris. Oui, voilà, Pour tu le l'as pas M4. sur le M2. Hein, Ouais, ouais. Donc, En a tout priori, cas, si on peut nous remettre c'est pas la le cas, slide quoi. rapidement, s'il vous plaît, en régie, on voit que l'iPad, voilà, l'iPad Pro est nettement, M4 est nettement devant. Hein, la différence est assez sensible. On gagne à peu près 20% de performance en plus en mode C'est GPU. pas mal, mais pour 2 générations, tu Ouais. vois, bon. Mais c'est ce que disait Fred tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas eu de grosse évolution quand même avec le M3. On aura l'occasion d'y revenir avec Didier. Une réaction de Mig sur Twitter. J'ai une seule question. À quoi sert une Porsche 911 Turbo, image de l'iPad, dans un embouteillage et là, il donne l'image de l'iPad OS. C'est vrai, c'est ça la question. Il y a Echo qui, toujours sur Twitter, qui rebondit. J'ai du mal ce soir, pardonnez-moi. La puissance, c'est bien, mais c'est un iPad OS très limité. Est-ce réellement un argument? Peut-on espérer l'arrivée de macOS sur iPad? Alors moi, macOS, j'y crois pas, mais c'est vrai que c'est toujours le même problème de vouloir imposer, enfin de vouloir faire l'iPad une alternative au Mac. Mais faites-nous un système d'exploitation plus souple. Il est encore trop rigide, iPadOS. Il y a encore des gros manquements, et puis il y a même des applications de base qui manquent toujours. Enfin, il y a une belle marge de progression, on va dire, et on aura toujours du mal à se passer du MacBook pendant encore quelques années. C'est impossible. Mais on a beau mettre le meilleur des écrans, la meilleure des configurations purement hardware, tant qu'il n'y a pas l'usage derrière, on n'arrivera pas à faire décoller l'iPad. Impossible. Allez, dernier point qu'on va passer rapidement, parce qu'on est déjà très en retard ce soir. Une des dernières annonces qui a été annoncée forcément par Apple la semaine dernière, c'est l'arrivée d'un nouveau Pencil Pro. Est-il de trop? Alors, ce Pencil Pro est-il top ou trop? Il est réservé, alors c'est assez compliqué, Didier, à suivre. Hein. Il est réservé à l'iPad Air M2 et à l'iPad Pro M4, que l'on va vous dévoiler dans un instant, le Pencil. Alors, qu'en est-il de la compatibilité? C'est parfois compliqué à comprendre. Je ne sais pas qui veut prendre la parole, Didier, Damien. Le nouveau, on peut pas le brancher sur l'ancienne génération d'iPad Pro M2. Hein. C'est ça l'Apple Pencil 2. Ouais. Pro, pardon, mais moi je Bah, l'ai pas. c'est un problème dément, hein, c'est que comme ils ont mis la caméra et qu'ils ont apparemment jamais anticipé le fait que la caméra allait arriver sur le mode paysage, bon, ils t'ont mis les aimants un peu au-dessus à la place de la caméra, du coup ils ont dû les décaler un peu, et du coup là tu peux même tester, c'est-à-dire que si tu mets ce pencil-là sur un ancien iPad, il va tomber. Ouais, Donc, il va pas s'accrocher. Donc tu comprends que Apple, ce serait pas digne d'Apple de proposer un stylet, même si je pense que techniquement, il doit marcher. Hein. C'est un petit peu comme les coques et tout, les claviers, tu les mets un peu de côté, ils marchent. Là, ils l'ont bloqué logiciellement pour pas que les gens aillent les mettre au-dessus puis qu'ils disent ah il est tombé et tout. Et c'est dommage parce qu'en fait c'est que ça presque la limite, je pense, d'incompatibilité. Bon après, est-ce que c'est un game changer au point que les gens vont aller le racheter en ayant déjà un stylet? Je pense pas non plus, donc c'est pas très grave au final, quoi. Alors, on retrouve la fonction survol et la sensibilité de la pression. Quelles sont les nouveautés, Damien, de cette Pencil Pro? Eh ben, écoute, il va quand même correspondre à beaucoup d'usages pour des gens qui avaient du mal à jongler entre différentes fonctionnalités. On pense aux créatifs, voilà, qui voulaient tout simplement changer l'épaisseur d'un trait, changer de couleur. Il y avait des raccourcis qui manquaient. Là, on va mettre des raccourcis au bout des doigts. On va presser un petit bouton au bout du pencil et ensuite on va obtenir plusieurs options qu'on n'avait pas forcément avant. Donc finalement, c'est des raccourcis qui sont intégrés dans du hardware. C'est comme un clic droit de la souris intégré dans le Pencil, quoi. Il y a un peu ça en termes de réflexe. En termes de réflexe et d'usage, on se rapproche de ça, oui. Avec un support maintenant du pinceau et de la rotation, c'est ça la principale Tout à nouveauté. fait, ouais. On va pouvoir déclencher d'autres options en faisant tourner. Apparemment, c'est un retour qu'avait eu Apple de plusieurs créatifs. Il leur manquait ça, les architectes ou les dessinateurs, il leur manquait ça, cette possibilité d'activer d'autres fonctionnalités et plus de finesse aussi grâce à... Donc on tourne l'iPad comme sur lui-même. Assez subtil, hein, mais subtil, mais apparemment ça apporte beaucoup. Ouais, il faut être graphiste, ce qui n'est pas mon cas. Et puis un détail d'ergonomie que nous a montré Apple, moi j'ai trouvé rigolo, je ne sais pas si tu as fait le test, Didier, c'est que si tu approches le Pen, si je le prends à la main, je l'approche de l'iPad ici, mais là vous ne pourrez pas le voir parce qu'en temps réel on ne pourra pas. Si je commence à approcher l'iPad de l'écran, il y a une ombre qui est projetée sur l'écran, sauf que l'ombre, elle est fausse, une ombre numérique. C'est vraiment une fonction... assez étonnante de voir qu'en fait, ils ont pensé à mettre une fausse ombre et aider l'utilisateur à positionner convenablement son Pencil.
Bref, et puis bien sûr, il y a la plupart des apps qui sont compatibles, et si ce n'est pas le cas, il y aura une API que propose Apple. Pour le reste, Fred, il y a vraiment une vraie gamme de pencils, là, et on retombe un petit peu dans les travers des gammes d'Apple qui sont un petit peu larges, trop larges, et on s'y perd un peu. Il y a plusieurs modèles et est assez complexe à comprendre, hein. Il y a le Pencil Pro, hein, qui va que sur les iPad Pro M4 et l'iPad Air M2. Le Pencil 2 qui va sur tous les modèles d'iPad à bord plat, sauf l'iPad 10, et ne va donc pas sur les nouveaux modèles. Il y a le Pencil 1 qui va sur les iPads avec l'ancien design, plus l'iPad 10 avec une connexion un peu bizarre. Et enfin, qui est arrivé un peu en catimini cette année, le Pencil USB-C qui va sur tous les nouveaux designs, mais il se connecte avec un câble. Bref, c'est pour le recharger, bien sûr. Bon, voilà, il faut avoir envie. Quoi, Je te plains les vendeurs. Voilà. Ouais. On n'a pas parlé des prix. 149 € pour le Pencil Pro. Le Pencil 2 est au même prix. Le Pencil 1 est à 119 € et le Pencil USB-C 89 €. Il est clair qu'au fur et à mesure que les iPads vont vieillir et donc la gamme va se rétrécir et va être plus simple et plus lisible. Voilà, mais encore une fois, Apple, par moment, complexifie sa gamme et c'est compliqué quand même de choisir un modèle. Justement, quel modèle choisir? On arrive lentement mais sûrement à la fin de cette émission. Quel modèle choisir entre un iPad 10, un iPad Air ou un iPad Pro? Regardez la réaction de François SLN, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans l'émission. Pour moi, l'avancée la plus notable, c'est la baisse de prix de l'iPad 10. Il est encore un poil cher. C'est vrai qu'Apple a sensiblement baissé son prix, hein, Didier. En fait, oui, ils auront mis un prix normal à un iPad d'entrée de gamme finalement. Je pense qu'aussi il coûtait un peu plus cher parce que tu avais l'écran bord à bord, tout ça. Mais enfin bon, sur Android, ça fait un petit moment maintenant qu'ils ont quand même des beaux écrans. Même sur Android, tu as de l'OLED maintenant qui est pas si cher que ça. Donc c'est vrai que cet iPad, en fait, clairement, le volume des ventes sur l'iPad, je pense qu'il se fait plus sur des iPads. Aujourd'hui, ça devait être un peu frustrant pour eux parce que ça devait être l'iPad 9 qui s'est le plus vendu. Et quand ils regardaient ça, à la fin, c'était bon, les gens, ils hésitent parce qu'il y a encore le bouton physique, tout. Ça faisait vraiment vieillot d'acheter un iPad. Et moi, je me suis posé la question parce qu'il fallait que j'en rachète un pour les enfants. Ils avaient des iPad 6, ça commençait à être un peu lent. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, on casse la tirelire, je le prends, l'iPad 10. Et l'iPad 10, c'est un super iPad. C'est-à-dire que tu as l'écran bord à bord, il est moderne, il est bien lumineux, il fait tourner quasiment tous les jeux. Il a juste une puce, bon, tu te dis peut-être qu'elle ne va pas durer non plus très longtemps, il n'y a pas de M1. Donc, tu vois, Apple te vend une puce où il y a déjà des softs chez eux qui ne fonctionnent pas dessus. Donc, c'est un petit peu ambigu. Mais en fait, c'est l'iPad de la famille, c'est celui qui est pour de la consultation. Et finalement, moi, je dirais que même pour les étudiants qui, des fois, se disent tiens, je veux juste un iPad pour de la prise de notes, pour taper un petit peu mes cours, mettre un clavier pas trop cher dessus, en fait, il fonctionne pour 90% des gens. En fait, vous n'avez pas besoin de mettre 1000 balles dans un iPad si les fonctions premières, on va dire, elles sont relativement basiques. C'est pour de temps en temps utiliser même un petit traitement de test ponctuellement. Donc oui, je trouve que le bon plan, c'est finalement cet iPad-là. Et après, on peut discuter du reste de la gamme. Mais c'est vrai que le reste de la gamme, c'est un étagement très subtil de la part de Tim Cook. Mais je pense qu'à... Oui, totalement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment bien définir ses usages en amont pour que le saut financier vaille le coup. Voilà, je peux dire ça proprement. C'est-à-dire que si tu fais du dessin, prends un iPad Pro, mais prends-en peut-être un même de génération précédente pour avoir le ProMotion absolument, et prends pas un iPad Air parce que tu vas être frustré, tu vois. Et en fait, c'est vraiment à chaque personne de gérer ça. On n'a pas parlé du capteur, tu sais, ils ont enlevé l'ultra grand angle. Moi, je connaissais des architectes qui utilisaient beaucoup l'iPad Pro, et la version mini pour scanner des pièces et pour faire des photos et tout. Et c'est bizarre d'enlever ce capteur ultra grand angle qui, à mon avis, ne devait pas coûter très cher, donc étonnant. Mais c'est pareil, ça peut être, tu vois, si tu as besoin de faire ça tout le temps, dépêche-toi d'acheter l'iPad Pro M2 avant qu'il n'y en ait plus. Et chaque usage va avoir son intérêt là-dedans. Mais franchement, l'iPad 10, il est super. Et puis, au pire, tu vois, il coûte 400 balles, on arrive même à l'avoir à moins de 400 balles. Tu te dis, bon, allez, même s'il devient un peu obsolète d'ici 2-3 ans, je le rechange pour un autre iPad à 400 balles plutôt que de mettre 2000 balles dans un iPad Pro. Alors, 439 €, c'est le prix public, donc il est positionné maintenant au prix où était l'iPad 9 auparavant, donc il a perdu 150 € effectivement. On le trouve déjà en promo à moins de 400 €, ce qui est plutôt une bonne affaire. L'iPad mini lui aussi baisse de prix, il passe de 659 à 609 €, mais on ne peut pas vraiment le conseiller parce qu'il est plutôt en fin de vie, voire en fin de... carrément, ça devrait valoir 300 balles, un truc comme ça. C'est clair. Et tu parlais de l'iPad Air, donc il était à 789 € auparavant sur la version 11 pouces. Il passe à 719 sur la nouvelle version M2, donc un bel effort. Et 969 € pour la version 13 pouces.
ce serait pour toi plutôt le bon compromis, cet iPad 13 pouces qui permet de travailler de manière sérieuse, Ouais. sans forcément lui adjoindre les accessoires qui font gréver le prix, hein. Ouais, il faut le prendre tel quel, je pense. Après, ce qui me dérange un petit peu, c'est le palier qu'il y a. On a presque 250 euros, je crois, entre la version 11 et 13, hein, si on regarde les prix. Oui. Je trouve que 719, 979, tu as J'ai 250. l'impression, il faut justifier les pixels en plus et ça fait quand même très cher, hein. je Ouais. trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort parce que du coup, ça le positionne. Je pensais Voilà. que plus de gens se dirigeaient en plus vers le 13 pouces. Voilà, et du Sûr. coup, après, on se dit. Et si l'iPad 13 pouces commence à 979, Mm. l'iPad Pro lui démarre en 13 pouces à 1219. Il y a toujours un Voilà. échelonnement assez fin. Il est de manière remarquable ce que fait Apple. Pas remarquable pour l'utilisateur, mais pour faire pousser l'utilisateur à prendre toujours plus cher. Il commence à partir de 1000 euros, 1069 euros en 11 pouces et à 1219 euros. Donc c'est parfois difficile de s'y retrouver. La vraie question moi, que je me pose, c'est faut-il plutôt acheter un iPad ou un Mac? Parce que si on a un iPad Pro, est-ce qu'il vaut mieux acheter un MacBook Pro M3? Si on a un iPad Air, faut-il acheter un MacBook Air? On va essayer d'y répondre. Un mot au sujet de notre sponsor cette semaine, il s'agit de Setapp. Setapp, c'est l'App Store alternatif à celui d'Apple. Il propose un large éventail d'applications pour votre Mac, mais aussi l'iPhone, en téléchargement illimité contre la souscription d'un abonnement. Beaucoup d'utilitaires sont nos apps chouchous, à commencer par Clean My Mac, l'utilitaire pour nettoyer votre Mac. Autre indispensable, Bartender, pour personnaliser votre barre de menu de macOS 10. Super pratique également, PDF Squeezer, pour compresser vos PDF sans perte. Mais aussi CleanShot 10, pour réaliser de super captures d'écran, et GIF. On adore aussi Magic Window Air, un économiseur d'écran vidéo de toute beauté. Pour vous qui regardez On refait le Mac, Setapp vous propose un essai gratuit pendant 30 jours. Au-delà, l'abonnement est facturé à partir de 9,99 $ par mois. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo ou en scannant ce QR code. Merci à Setapp de nous soutenir. Alors, faut-il plutôt choisir un iPad ou un Mac? Donc, on a comparé tout d'abord un iPad. Qu'est-ce que je vous ai préparé? D'abord, un iPad Pro avec un iPad Pro 13 pouces avec un MacBook Pro 13 pouces. 14 pouces M3 et un MacBook Pro 14 pouces M3 Pro. Regardez, à partir de 1569 euros, l'iPad Pro en 256 Go. Vous rajoutez l'option Magic Keyboard, 399 euros. L'option Pencil, on met le Pencil, 149 euros. On arrive à un total de 2117 euros. C'est qui est quand même assez élevé comparé à un MacBook Pro 14 pouces M3, plus M3 8 Go, 512 Go. On est à moins de 2000 euros. Bon, d'accord, il n'y a pas d'écran tactile, mais moi, j'ai fixé mon choix, je prends un MacBook Pro, les amis, même si c'est un M3. Et même, je dirais, prenez un M3 Pro, parce que regardez, vous avez 512 Go, vous avez 18 Go de RAM et 2499 euros. Donc, pour moi, alors moi, je suis de la vieille école, hein. Il me faut un clavier, il me faut un trackpad, il me faut surtout macOS. On a également comparé, regardez, l'iPad Air M2 13 pouces par rapport au MacBook Air M3 13 pouces. Il est à 969 euros, on l'a dit tout à l'heure, en version 13 pouces en 128 Go. Vous rajoutez le Magic Keyboard, 400 euros le Magic Keyboard. C'est ça qu'en fait, qui grève le prix, hein. C'est trop cher. L'option de Pencil Pro, 149 euros. Vous arrivez à un total de 1517 euros pour un iPad Air M2 avec un clavier et un stylet. L'équivalent d'un MacBook Air M2 13 pouces avec une puce M2 8 Go, 256 Go de SSD, vous êtes 1299 euros, 300 euros moins cher. C'est très bien le MacBook Air, regardez. C'est très très bien. Moi je pense que le Mac, le meilleur argument la meilleure chose pour acheter un Mac, c'est regarder les prix des iPads. Malheureusement pour Apple, oui. Mais après, comme disait Didier tout à l'heure, on arrive maintenant dans un Apple Store, on sait ce qu'on veut, on connaît l'usage, on sait ce qu'on va en faire tous les jours. Est-ce qu'on va en faire à la fois un appareil de loisir, une fois qu'on a fini sa journée de travail? Est-ce qu'on bascule sur des séries, sur autre chose? Dans ce cas-là, il vaut mieux peut-être prendre un iPad, rien que pour le rendu, pour l'écran. Si on veut le partager avec la famille, il vaut mieux aussi peut-être prendre un iPad. Ça, c'est clair. Si on en fait un usage purement pro avec une petite part de loisir pour gérer les mails perso, peut-être mieux rester sur un MacBook. Effectivement. C'est clair. Et la vraie réponse, c'est de savoir si dans un mois, Fred, Apple va vraiment faire une avancée majeure avec iOS, avec un système beaucoup plus hybride,
qui permettrait d'avoir un système qui ne soit pas un macOS bis, mais un système qui est beaucoup plus souple, notamment pour la gestion des fichiers et le multifenêtrage. Oui, et puis ça fait des années qu'on a toujours ce débat. Ils nous donnent ça au fur et à Oui, mesure. On a incrémental. l'impression que c'est Ouais. pas une priorité, qu'ils le font toujours. On espère. Hein. Moi, j'attends beaucoup de la WWDC pour ça, pour relancer les ventes. Je pense que le fait que les ventes chutent, quand même, peut-être ça va faire. Oui, généralement, ça a un effet boostant chez Apple. Rendez-vous dans un mois en direct sur On refait le Mac. On passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence avec Damien. Alors, je vais peut-être vous choquer. Non. Je vais même certainement vous choquer. J'ai été assez séduit par quelque chose qui est lié aux Jeux Olympiques de Paris. Vous savez, ce petit truc qui se passe dans pas longtemps, là. Oui. Et on a eu hier l'occasion de découvrir la nouvelle application, celle qui va contenir les billets. Et je l'ai trouvée pas si mal, étonnamment bien faite, assez ergonomique, Donc, ce qui n'était pas forcément acquis au début. c'est quoi cette application? C'est une application qui va permettre à la fois de stocker ces billets, donc on va avoir le fameux QR code qui va nous permettre d'accéder aux événements qui seront stockés sur son téléphone. Et j'ai trouvé qu'elle était pas si mal faite. Franchement, il y a eu un peu de réflexion derrière. On s'est dit, ils ont Sans même déconner. anticipé. Ouais, c'est pas tout le temps acquis, hein, malheureusement. On s'en rend compte, on avance de plus en plus vers l'événement. On se dit, tiens, est-ce qu'ils ont pensé à ça? Et ben, ils ont pensé à ça. Ouais. Par exemple, transférer son billet, éditer un QR code au dernier moment pour éviter la fraude, éviter les captures d'écran, ce genre de choses. Il y a eu quand même un petit peu de réflexion. Alors, je sais pas qu'ils ont confié tout ça, mais pour l'instant, ça tient. On en reparle après les JO, quand on aura fait le bilan. S'il y aura eu des fraudes, Voilà, c'est vous ça me l'enjeu, ferez un hein. procès, mais pour l'instant, je trouve que c'est pas si mal fait. Voilà, ici, on est- Et quand ça marche, il faut le dire aussi, on peut pas toujours être trop français, trop critiqué et être assez négatif, mais là, pour le coup, il y a peut-être même moyen d'enthousiasmer les Américains. Donc on espère qu'il n'y aura pas de solution, qu'ils ne vont pas craquer l'application, qu'on pourra falsifier les tickets. Alors, comme pour la Champions League il y a l'année dernière, qui avait provoqué quelques remous en région parisienne notamment. La différence, c'est que maintenant, on ne pourra pas imprimer ces tickets. Voilà. Mais vous savez, tu sais que Ah oui, le problème, les c'est- hackers, ils ont quelques ressources, Oui. souvent quelques surprises à nous réserver en réponse dans quelques semaines. Didier, quel est ton coup de cœur cette semaine? Tu connais Damien Douany. Oui, Et avec Damien, on a Un autre sorti une Damien. vidéo cette semaine où on a testé un petit boîtier. Je crois que je t'en ai déjà un petit peu parlé, mais là, on l'a vraiment fait le test. On est allé vraiment au bout du truc. C'est un boîtier en fait, qui te sort ta consommation d'électricité en temps réel dans ta cuisine ou où tu veux. un peu comme le Kojoko. Alors, c'est comme les Kojoko, mais c'est moins cher. C'est-à-dire qu'avec les prix maintenant du gouvernement et tout, tu peux l'avoir pour 50 balles. Ah oui, Et en fait, ça te sort l'info du Linky qui est coincé au fin fond de ta grange en général. Et en fait, ça te permet de t'afficher en temps réel, donc ta conso en kilowatts, mais souvent, ça parle pas beaucoup aux gens. Et du coup, ils ont fait un truc intelligent, c'est qu'ils te mettent aussi ta conso en euros. Donc, tu vois, si par exemple, l'électricité te coûte 1 euro de l'heure ou 4 euros de l'heure parce que tu es en jour, tempo, rouge, tout ça. Donc, pas c'est Versailles très bien ici. fait. C'est pas Versailles. C'est fait pour les Français, donc tous les Suisses, Belges, Canadiens qui nous lisent, ils peuvent pas l'avoir. Mais par contre, c'est assez bien fait. Après, tu as un petit site, une appli pour voir ta conso au fil de l'eau, tu vois, avec les heures et tout. Mais en fait, l'intérêt, c'est de sensibiliser les gens. En plus, tu sais, l'électricité augmente tout le temps. On met des pompes à chaleur. Enfin, on a les voitures électriques. On a tout qui devient électrique, mais on sait plus qui consomme Faut les quoi. charger des fois, À la ouais. télé, t'entends des gens qui te disent oui, il faut éteindre les box internet, alors que tu laisses ton four allumé 30 minutes, c'est l'équivalent de la conso de tes box pendant 3 ans. Donc, et les gens n'ont aucune idée de l'ordre de grandeur. Et ça, en fait, ça t'aide un peu à avoir ça, à faire du monitoring. Mais c'est un outil, on va dire, grand public. Et franchement, c'est un vrai kiff parce que je pense que quand tu vois que ton four, par exemple, il te génère beaucoup d'argent, enfin, il te fait beaucoup consommer de l'électricité. Tu dis, ah ouais, en fait, peut-être que ma tarte que je mettais 2 heures à 200 degrés, je vais peut-être la mettre 30 minutes à 250. Et en fait, le truc que je fais tous les 2 jours, il va me faire économiser au bout de l'année, je sais pas, 30 balles, 40 balles, 50 balles, etc. Ma voiture aussi, je vais peut-être la mettre aux heures creuses. Enfin, tu vois, et c'est assez éducatif. Donc, même les enfants peuvent s'y mettre un petit peu. Je Tu vais peux leur dire, tester regarde, là, de t'as ce pris pas. une douche trop longue, le chauffe-eau, il s'est mis en route pendant 1 heure après. Donc, il y a ce côté un petit peu comme ça, sensibilisation en famille. Donc, ça s'appelle NR-Link. Ça coûte, on va dire, 100 € en prix public. Et après, il y a des petits codes promo chez nous. Il y a des primes aussi. Et je trouve que ça peut être un beau cadeau aussi si vous cherchez des idées cadeaux utiles. On vous remerciera de vous l'avoir acheté parce qu'on peut faire des vraies économies avec ça. Merci Didier pour Et c'est l'info. français. Fred, de ton côté.
Alors, quelque chose que les hackers pourront pas l'avoir, hein, c'est le nouveau t-shirt, les nouveaux t-shirts, mugs, casquettes, etc. d'On refait le Mac pour les 40 ans du Mac. On t'a absolument pas demandé, supplié à genoux de faire ton coup de cœur là-dessus. Ah non, non. Moi, je suis encore dans l'ancienne On version. les trouve encore. Voilà, on les trouve On encore. les a réédités. Il y a D'accord. une nouvelle collection qui est arrivée. Donc, je pense que Alors regarde, t'as on une le édition verra. spéciale Voilà. des 40 ans du Mac Voilà. qui est enfin arrivée. Et puis une version été avec le logo RLM, des casquettes, des mugs, et voilà, pour les garçons, pour les filles, pour les enfants. Il y en a pour tous les goûts, pour toute la famille. Faites-vous plaisir et c'est une belle manière. Merci de ce coup de cœur tout à fait Avec plaisir. spontané, mon cher. Oui, Hein il y a la fête des mères, Ouais, la il y a fête des pères. c'est Alors le bon là, moment, Oui, hein. tout à fait. Il y a les JO, hein, on peut le mettre pour les JO. Pour le même pour Vivatech dès la semaine prochaine. Oui. Et voilà, tu parlais de... Merci Fred, encore une fois, pour ce Avec coup de cœur plaisir. spontané. De mon côté, tu parlais d'économie d'énergie. Alors moi, c'est du lourd. Je vais essayer de vous le sortir. Il est là. Je vais faire un tour de rein. Tu l'as testé, je crois, Didier, toi aussi. Ah, tu vas enlever le... Voilà, carrément, enlève-le, ce sera plus simple. Je l'ai même testé depuis 6 mois, Olivier, parce qu'ils ont été cool. Ils me l'ont envoyé en avance, tu vois, contrairement à certaines marques qu'on ne citera pas. Qu'est-ce que et c'est, du coup, Didier alors, est-ce que tu savais déjà que EcoFlow était fondé par un ancien de DJI? Ben non, EcoFlow qui a beaucoup fait parler de le lui contraire. pour ses batteries qu'on a présentées dans cette émission. Mais du coup, ce qui est amusant, c'est que toutes ces boîtes se recoupent un peu, ils se mettent un peu à faire la même chose. Bon, EcoFlow fait pas de batterie, mais quand même, quand tu as tous tes drones, tous tes appareils DJI, tes stabilisateurs, tu te dis finalement la logique en mobilité, c'est d'avoir une batterie. C'est DJI. Et donc, ils t'ont fait une batterie derrière qui permet de tout brancher dessus. Moi, je l'ai trouvé pas mal. Écoute, globalement, elle est bien finie. Tu as la fiabilité DJI, ce qui n'est pas le cas chez tout le monde. Donc, ça, c'est quand même assez bien. Tu vois, tu peux brancher tes drones directement. Tu as de la charge rapide pour les drones. Donc, ça, c'est un atout assez intéressant. 2400 watts, je dirais- c'est pas mal. Alors, Ouais. tu as Assez deux compact. versions. Ouais, la petite qui est vraiment transportable. Et le format est cool, en fait. Tu peux vraiment le caser facilement dans un coffre, une Pas le voiture. modèle Tu peux qu'on a brancher là. tes Celle-là, elle Macs. pèse un peu Tu as même des ports USB-C à plus de 100 watts, 140 watts, je crois, pour la grosse. Donc, c'est plutôt pas Donc, mal. elle se recharge en 110 minutes, fonctionnement silencieux 23 dB. Tu peux mettre des panneaux solaires là-dessus, je crois. Tu as des entrées en courant continu, donc panneaux solaires. Donc, toi, tu as tout la ce que tu version veux, même. française, nous on a eu la version anglaise. Ça va être très pratique pour faire le test. Bah là, tu vois, c'était rigolo. On est allé faire de la voiture téléguidée avec les enfants. Je les rechargeais sur les panneaux solaires. Donc, c'était amusant. C'est dommage qu'elle soit pas, tu vois, elle résiste pas bien à la pluie. Et puis, étonnant, chez DJI, il n'y a pas d'appli, il n'y a aucune connectivité. Elles sont ni Non, ça, Bluetooth c'est un ni peu Wi-Fi. dommage, effectivement. Voilà, c'était le seul truc un peu dommage. Mais sinon, 999 €. voilà, donc c'est dans les prix, c'est les mêmes prix qu'EcoFlow, que la concurrence et tout. Et tu retrouves les mêmes cellules que longue vie que tu as sur ta Toyota sur ta Tesla. Ils sont garantis 10 ans, c'est ça? C'est des batteries LFP, donc tu peux lui faire entre 3 et 6 000 cycles sans souci. Donc en fait, si tu la charges une fois par jour, ce qui est quasiment le cas de personne, elle dure 10 ans. Donc en fait, c'est des batteries, je pense que tu les achètes, tu peux avoir l'électronique qui pète, mais la partie batterie, elle est quasiment increvable, en tout cas sur un cycle classique, quoi. Voilà, c'est vrai que c'est assez cher les batteries, quelle que soit la marque, DJI, EcoFlow ou d'autres. Mais c'est vrai que maintenant, avec cette génération de batteries qui dure 10 ans, on a vraiment le temps de pouvoir les amortir. Si on veut par exemple l'installer à la maison pour éventuellement mettre un sèche-linge dessus et se dire tiens, je suis tout le temps en mode nuit par exemple et la nuit elle se recharge. Voilà, le fait de pouvoir lisser ça sur 10 ans et au prix où l'électricité il monte d'année en année, ça devient. Et on voit les prix fondre d'année en année aussi sur les batteries, mon cher Didier. Donc c'est le dernier modèle de chez DJI, comptait autour des 1 000 €. On a l'occasion d'y reparler et de le tester pour l'émission spéciale Geek de l'été qui termine toujours la saison d'On refait le Mac. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'On refait le Mac. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous serons live tous les jours sur Vivatech avec une émission spéciale qui s'appelle On refait Vivatech avec des invités prestigieux. Vous verrez, on parlera d'intelligence artificielle, on parlera de French Tech, on parlera de mobilité, de voitures électriques. Soyez au rendez-vous parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de mobilité. On parlera beaucoup d'Apple aussi. Également lors de ces émissions et notamment le dernier jour samedi avec une émission spéciale de Refait le Mac, donc pas de Refait le Mac vendredi prochain mais samedi prochain depuis Vivatech avec un invité exceptionnel nouveau. Il revient, il a beaucoup aimé apparemment l'émission qu'on a fait ensemble et on aura la chance d'avoir le papa de macOS 10 avec nous et ça va être super d'avoir Bertrand Serlet avec nous. Il va nous révéler encore plein de secrets. Il nous a promis de rouvrir son livre, son album de souvenirs et notamment il va nous expliquer comment se passe la mise en place d'une release chez Apple, comment on décide de lancer un nouveau produit et quel est le process. Alors on va tout découvrir comme si on était dans les coulisses de Cupertino. Voilà, c'est la fin de ce 514e épisode de On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous donc
dès la semaine prochaine, samedi prochain. Bravo à toute l'équipe d'Electricity Production en régie, Paul Florent à la réal, Lilian Pernin, assistant réal, Colin Larcher au son, sur merveille. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube. On est également sur Apple Podcast. En cliquant sur le petit bouton, n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. Rendez-vous également pour les fans de F1 lundi prochain pour on refait la F1 après le Grand Prix d'Italie. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut!